Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Merci d'être ici. Je m'appelle Julie Dionne, je suis animatrice. Je vais vous accompagner aujourd'hui pour cette conférence de lancement du programme Engagement des fonds de recherche du Québec. Alors, merci d'être avec nous. Pour les gens qui sont ici, on est aussi en direct sur Facebook. Alors, bonjour à tous qui nous suivez à la maison ou ailleurs via la page Facebook des fonds de recherche du Québec. Alors, pendant les 2 prochaines heures, nous allons découvrir les possibilités des sciences participatives et rencontrer des personnes qui en ont fait. Oui, c'est le but de notre rencontre, n'est-ce pas? Et on va espérer répondre aussi à vos questions, puisqu'on va prendre des questions dans la salle ensuite. Et on va prendre 1 ou 2 questions des gens qui seront à la maison. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la fenêtre du vidéo. Si vous avez des questions pendant la diffusion, on y reviendra. Mais pour débuter, j'aimerais saluer la présence et donner la parole au scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, pardon. On l'applaudit. Monsieur Quirion. Oui, bonjour à tous. Merci. Ça marche? Oui? Oui, juste un petit instant. Technologie. Est-ce qu'on est là? Je suis juste un... Je suis désolée. Ah là là. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui connaît ça? Là, on est en langage. Oui, on est en live. On a besoin de vous, là. Nous, on est capable d'improviser. Ça va. Donc, encore une fois, bonjour, bon début d'après-midi et merci d'être là. En arrivant ici, un collègue m'a remis une copie de son dernier livre et il y a peut-être un message. Vieillir, la belle affaire. Donc, on vieillit tous là, d'une seconde à la fois. Mais pour certains d'entre nous, ça semble aller un petit peu plus vite. Et vieillir en santé, c'est un de nos grands objectifs dans les grands défis de société. Tout d'abord, je voudrais souligner le travail exceptionnel de plusieurs personnes dans la salle, parce qu'il y a déjà eu énormément d'engagement autour de ce programme-là, mais en particulier, Julie. Elle est où, Julie? Elle est juste là. Donc, peut-être tu peux te lever. Peut-être les gens ont eu énormément de courriels de toi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas tous. Donc, Julie, avec l'équipe, vous allez avoir l'opportunité de les rencontrer cet après-midi. Il y a aussi l'équipe de Mylène Deschênes là-bas, à l'éthique, conduite responsable, affaires légales. Ça aussi, le programme engagement, c'est différent. Donc, ça pose des défis pour nous. On espère qu'on a réussi à tous les résoudre. Si ce n'est pas tout résolu, on va trouver des façons de résoudre ça au cours des prochains jours, des prochaines heures. Aussi, les 3 directrices scientifiques des fonds de recherche du Québec, je leur demanderai de se lever, là. Donc, Janice Bailey, Carole Jabet et Louise Poisson. C'est peut-être la première fois qu'ils sortent en public, les 3 ensemble. Elles ont osé, mais c'est une première aussi. C'est la première fois que les 3 fonds de recherche du Québec sont dirigés par des femmes, par 3 femmes. Donc, bravo. Donc, très, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, ça fait plusieurs mois, sinon quelques années, qu'on travaille sur ce programme-là, sur le programme Engagement. On a eu l'opportunité de rencontrer certains d'entre vous qui allez faire partie de la table ronde dans quelques minutes. Des expériences, je pense, d'apprentissage pour moi, à tout le moins, qui ont été exceptionnelles, fabuleuses, et on veut aller plus loin. Mais bien sûr, très important pour les fonds de recherche du Québec, pour moi, à titre de scientifique en chef, c'est quand même tout est basé sur l'excellence. Donc, c'est certain là que même si je voudrais vous signer un chèque, si vous venez me voir, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va travailler en équipe avec vous et par la suite, bien sûr, c'est évalué par
des comités de pairs, excusez-moi, et les directrices scientifiques, par exemple, et moi, on n'a pas droit de regard là-dessus. Donc, ça, c'est bien, bien clair, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous voir, mais si vous venez nous voir, vous ne sortirez pas de la réunion, de la rencontre avec nous, avec un chèque en main. Comme ça que ça fonctionne. Projet, programme, pilote, engagement. Et les collègues vont vous en parler plus en détail. Moi, j'espère que ça va être un très grand succès. C'est sûr que les collègues vont dire, ouf, on va avoir beaucoup de travail au cours des prochaines semaines, des prochains mois. J'espère qu'on va être inondé de très bonnes demandes. Et ça va m'obliger, moi, avec les collègues, d'aller voir les patrons et leur dire, vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt pour ce genre de programme-là au Québec. Donc, on a besoin de plus de moyens. Et là, ça veut dire un chèque à ce moment-là. Donc, je suis assez confiant qu'on va avoir beaucoup de demandes. Engagement fait partie de programmes, je dirais, innovants, des fonds de recherche. C'est sûr qu'on a besoin des programmes de base pour la formation des étudiants, des jeunes chercheurs, des programmes de regroupement, de centres, d'instituts, de réseaux. C'est essentiel, c'est notre base, c'est sur ça qu'on construit. Mais aussi, on a développé de nouveaux programmes au cours des dernières années. Le programme Audace, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, là. Denis Pérusse, qui est dans la salle, qui s'occupe de ce programme-là. Titulaire de subvention Audace, je vois Jacques de Guise. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle ici? Oui? Donc ça aussi, c'est un programme où là, on veut faire les choses un peu différemment. Et très souvent, l'analogie que j'ai donnée aux collègues dans le passé, là, c'est qu'on ne veut pas avoir l'historique de toute votre vie. Dans ce programme-là, on veut quelque chose de court, d'assez punché, de très novateur. À l'analogie de sport, c'est qu'on ne veut pas nécessairement se rendre au premier but. On veut un coup de circuit. Et on sait que 90% du temps, on va être retiré au bâton, mais c'est correct. La recherche aussi, ça devrait être ça, de prendre des risques. Donc, c'est le programme Audace. C'est un programme maintenant régulier des fonds de recherche du Québec. Et ça fait l'envie de plusieurs régions à travers le monde. Un autre programme qui a été lancé récemment, le programme Dialogue. Et là, c'est vraiment d'inciter les chercheurs, les étudiants chercheurs, peut-être à intervenir davantage sur la place publique. Premier appel, c'est fermé. Je pense qu'on a fermé ça le 9 septembre. On a été là aussi inondés de demandes. Donc, beaucoup d'intérêt dans la communauté des chercheurs pour interagir davantage, expliquer ce qu'ils font à la société civile et aux élus. Et ici, le troisième, engagement. On est un peu en retard au Québec dans ce secteur-là. Donc, un peu partout à travers le monde, il y a eu différents types d'activités. Julie et les collègues se sont inspirés de ce qui a été fait ailleurs pour essayer peut-être d'adapter ça à la situation ici au Québec. Mais j'ai très hâte de voir les propositions que vous allez nous faire. Peut-être qu'au point de départ, et ça va peut-être pareil dans la table ronde qu'on va avoir dans quelques minutes, je m'attends que ce qui est autour du patient partenaire, ils sont peut-être en avant de la parade un petit peu, là. Je m'attends qu'on ait plusieurs propositions de ce type-là. Les papillons, probablement, je dirais biodiversité, environnement, je m'attends qu'on ait passablement de propositions dans ce secteur-là. Mais j'espère qu'on va être surpris et qu'on va avoir des propositions totalement inattendues qui vont nous amener ailleurs dans le cadre du programme Audace. Pas Audace, excusez-moi, engagement. Audace aussi, mais engagement. On espère que le programme va faire des petits, que des gens de partout au Québec, des gens de tous les âges, on a parlé de vieillir, mais j'espère qu'on va peut-être avoir des propositions, je pense qu'avec les papillons, ça a bien marché, là. Des jeunes enfants, peut-être avec leurs parents, de faire des propositions, de travailler avec des équipes de chercheurs pour soumettre des projets. Et j'espère peut-être avoir des propositions de quelques centenaires. Donc, si vous en connaissez quelques-uns, n'hésitez pas à les inviter à travailler avec nous. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée
et d'être engagé à fond dans ce nouveau programme des Fonds de recherche du Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Quirion. Engagement, c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux dans la salle qui veulent interagir sur les réseaux sociaux, le mot-clé, engagement, voilà. On comprend que les sciences participatives, ça permet d'inclure dans la recherche des gens, des personnes qui ne sont pas professionnels en recherche, et aussi de faire de la recherche par et avec elles plutôt que sur et pour elles. Distinction importante. Concrètement, comment est-ce qu'on déploie un projet de sciences participative? Et c'est pourquoi nous allons rencontrer des gens aujourd'hui qui vont venir nous parler de leur projet et qui ont eu beaucoup de succès aussi avec leur projet, vous allez voir. Et je vais vous demander d'accueillir, sans plus attendre, nos panélistes, en fait. Alors, il s'agit de Virginie Zingraf, Céline Bello et Lisette Perron, Antoine Boivin et Ghislaine Rouly, ainsi que Maxime Larrivée. On les applaudit. Je vais vous laisser prendre place. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser présenter succinctement vos projets de recherche avec présentation à l'appui pour certains. Et ensuite, on va prendre le temps d'échanger, donc entre vous et moi. Et ensuite, si vous avez des questions, on pourra les prendre à la fin. Ça vous convient, tout ça? Je vais prendre ça pour un oui. Alors, d'emblée, bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Oui, vous avez l'air en tout cas. Vous êtes chef de section collection entomologique et recherche à l'Insectarium de Montréal, c'est bien ça? Je suis directeur de l'Insectarium depuis 2 semaines. Mes notes ne sont pas à jour. Hey, désolée. Ben là, y a pas de problème. Alors, directeur, ben, bravo pour cette belle promotion quand même. Merci, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein de l'Insectarium? Ça fait 7 ans. Quand même. Oui. 7 ans, directeur. Super, ça. Oui, j'ai... On aime ça, on aime ça. Et vous pilotez notamment l'initiative Mission Monarque, hein, qui invite les Québécois à identifier à décompter les papillons monarques dans les parcs et aussi dans vos cours. Alors, je vous laisse nous en dire davantage sur ce beau projet. Allez-y. Bien, je vais monter le micro un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, hein? Non. Peut-être monter là-dessus. Ah, ça, c'est les joies du direct, hein, comprenez-vous. On a des petits ajustements des fois à faire, mais voilà, on ajustera pour la suite. Allez-y. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Merci à M. Quirillon pour l'invitation. Je dois avouer que c'est un honneur d'être ici, de participer au lancement et aussi de partager ce qui, en fait, a fait de moi le chercheur que je suis aujourd'hui. Parce que c'est l'engagement citoyen qui m'a amené ici, dès mon tout jeune âge. J'en faisais sans le savoir. J'ai grandi dans une famille qui est à la base de l'engagement citoyen pour l'ornithologie au Québec. Mais j'ai fait ça depuis que j'étais tellement jeune que je pensais que tout le monde faisait ça. Mais j'espère que des jeunes de 5 ans qui faisaient des feuillets d'observation quotidienne des papillons en 1981, ce programme-là va en développer des nouveaux, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour la biodiversité ou toute autre chose. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de notre dernier bébé qui est Mission Monarque. Premièrement, c'est ça. Mission Monarque, ça s'inscrit dans une ligne de projets qu'on a mis en place depuis 2012. Le premier était eButterfly, qui, lui, vise à suivre la répartition de l'ensemble et la distribution de l'ensemble des papillons en Amérique du Nord. On a développé ce programme-là en 2010, alors que j'étais stagiaire postdoctoral à l'Université d'Ottawa. Et dès le début, des participants nous demandaient « ça appartient à qui, ça? C'est à qui? Qui a les droits d'auteur de ça et tout? » Moi, ma réponse était « ça vous appartient, c'est vous qui le construisez, c'est nous. » Rapidement, ça a généré de l'intérêt. Les gens ont... Puis ce que je vous mentionnais ici, c'est que c'est un changement de paradigme. Dans le milieu universitaire où j'étais, la notion de propriété intellectuelle et tout ça est quelque chose qui est important. Nous, on faisait un programme de participation citoyenne et il ne devait pas y avoir cette notion de propriété-là, mais plutôt une notion de données ouvertes, d'accès ouvert. On a fait la même chose avec le code. Alors, quand les gens sont venus nous solliciter pour qu'on leur partage notre expertise pour faire un programme de bourdon, on leur a dit « Voulez-vous le code? On vous le donne. » Ça a été une très grande surprise, mais ça a créé Bumblebee Watch. La même chose pour le suivi
des tics avec ma collègue Jade Savage. On leur a donné le code, on leur a prêté le programmeur. Ça crée des problèmes parce que la redondance de programmeurs expérimentés dans des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais ça vaut la peine quand même. Puis après ça, ça a été avec Mission Monarque. C'est là dont je vais vous parler aujourd'hui. Rapidement, pour qu'on comprenne c'était quoi l'objectif de Mission Monarque. Le monarque, vous le savez, c'est un papillon qui... c'est un des rares papillons qui migre. Donc, qui fait une vraie migration, qui va venir profiter des habitats de reproduction au nord, ici, au Québec, au Canada, l'été, pour augmenter sa population, puis ensuite retourner hiverner dans les hautes montagnes du Mexique, là où ses arrière-grands-pères et grand-mères ont passé l'hiver. Donc, il le fait sans jamais y être allé. C'est ce qui fascine les gens aussi. Mais ce papillon-là a décliné de plus de 90 % ou avait décliné de plus de 90 % jusqu'en 2013, lorsqu'il a atteint le fond du baril. On est passé de 1 milliard d'individus et plus, il y a une vingtaine d'années, à moins de 60 millions. Là, dans les dernières années, la population a repris un petit peu de pic. On est à 250 millions d'individus à peu près, donc 25 % de la population qu'on avait il y a 20 ans passés. Nous, notre mandat au Canada, ce qu'on s'est donné, c'était d'identifier les points chauds de la reproduction du monarque. Pour faire ça, il fallait déterminer, parce que la scépiade, il en pousse partout, il fallait déterminer où elle est en grande quantité, et puis où est-ce que les monarques ont tendance à pondre plus fréquemment que d'autres. On ne peut pas faire ça avec une équipe de recherche, donc on a lancé le programme Mission Monarque pour encourager l'ensemble des Québécois, l'ensemble des Canadiens, voire même les Américains, les Mexicains, à nous aider à répertorier ça pour orienter les efforts de conservation par la suite de façon optimale, parce que l'aire de distribution de sa plante hôte, la sclépiade, est énorme. Donc, un projet de science citoyenne, de mon expérience, pour que ça fonctionne, ça doit être ancré sur un objectif, une question assez claire au début pour qu'on puisse baliser la façon dont on va récolter les données. Autrement, on s'en va dans toutes les directions, on risque d'affecter la qualité de la donnée, mais cette donnée-là doit aussi quand même être récoltée d'une façon qui va permettre aux gens de participer, mais aussi de leur donner l'impression qu'on ne leur met pas des bâtons dans les roues pour le faire, pour que ça soit convivial et tout. Donc, on doit se baser sur ce fondement-là, sur cette question-là, sur l'objectif qu'on désire atteindre pour le simplifier le plus possible sans risquer finalement de ne pas récolter des données de qualité suffisantes pour ensuite publier ces choses-là. Donc, dans notre cas, on voulait valider les prédictions qu'on avait faites avec des exercices de modélisation, des points chauds de la reproduction du monarque, avec des données qu'on avait consolidées dans des collections muséales et tout ça, au Canada, au Québec. La science citoyenne, souvent, surtout dans le suivi de la biodiversité, ça se résume en 4 choses: où, quand, combien, par qui. Et après ça, c'est de le baliser ou de le clarifier un petit peu, mais ça doit rester simple dans ce cas-là, et ça doit aussi permettre aux participants de se familiariser tranquillement avec une récolte de données, mais il faut quand même garder un cadre qui est assez rigide pour s'assurer que c'est ça, on va maintenir notre qualité. Souvent, on est approché, on se dit « Ah, mais ça c'est compliqué, j'aimerais mieux pas le faire, on peut-tu le faire différemment? » Jusqu'à une certaine limite, on doit tenir notre bout. On n'est pas après 100% des données, on est après un nombre de données suffisantes réparties dans l'espace et dans le temps pour atteindre nos objectifs, tout en gardant ça convivial. On a ici sur la page, on a aussi... J'ai gardé la vieille page web de l'accueil. Les coms ne seront peut-être pas contentes à l'Espace pour la vie, mais je trouve qu'elle racontait mon histoire de belle façon. Il y a des éléments où on peut ludifier les projets aussi, créer un esprit collaboratif ou de compétition. Ça fait que on va présenter le top 10 des plus grands participants. On va communiquer des blogs. On va les informer aussi parce que ça ne doit pas être qu'un geste altruiste. Un projet de science citoyenne doit avoir sa plus grosse peur, ça doit être d'être une mode. Surtout pour un suivi de biodiversité à long terme, on ne veut pas être une mode. On ne veut pas que le participant se tape dans le dos après une activité et ait l'impression d'avoir sauvé la planète. On veut qu'il revienne, on veut que ça fasse partie de sa routine lorsqu'il va prendre une marche en nature ou des activités qu'il planifie à chaque saison. Bien, on va aller faire des inventaires pour Mission Monarque et on va contribuer au savoir collectif. Donc, un exemple de choses qui font qu'on devient récurrent, qu'on fait partie
les activités du collectif sociétal au Québec, au Canada. On a lancé le Blitz Mission Monarque il y a 4 ans, qui est maintenant un Blitz international, Canada, États-Unis, Mexique. Chaque semaine, à la fin juillet, début août, on encourage les gens à sortir plusieurs fois, à aller inventorier des chenilles, des monarques, partout à travers l'Amérique du Nord. On est rendu maintenant sur un horizon de 7 jours, 1500 participants qui ont inventorié plus de 100 000 asclépiades, qui ont trouvé 32 000 monarques. Et ça, nous, notre objectif avec le Blitz, c'est de créer un penchant pour évaluer la taille de la population durant l'été, ce qui n'a jamais été fait en Amérique du Nord, et permettre de baliser ça par rapport aux estimations qui sont faites dans les sites d'hivernage où tous les monarques sont attroupés, où c'est beaucoup plus facile de les compter. Mais en même temps, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe entre l'été et l'hiver, donc la migration automnale et printanière aussi. Donc, c'est ça, 1436 bénévoles cette année. On croît de façon exponentielle à chaque année. Ça commence à faire partie du paysage l'été au Québec, au Canada. 32 000 monarques et plus. Ah, c'était 60 000. Le nombre d'asclépiades, c'était pour l'année passée au complet. Donc, 60 000 asclépiades enregistrées à plusieurs endroits. On le voit, le projet continue. J'ai mis cette diapo-là parce que c'est important. Ce n'est pas le Field of Dreams, c'est un projet d'engagement citoyen. Ce n'est pas « If you build it, they will come ». C'est « build it and then travailler pour qu'ils viennent ». Il faut travailler toujours, il faut soutenir notre réseau humain, il faut être très impliqué là-dedans, il faut le garder actif. Et c'est vraiment ce qu'on voit d'année en année. On continue à travailler, à construire notre réseau humain, à faire des partenariats, à collaborer. Puis l'engagement citoyen, les projets d'engagement citoyen dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, c'est aussi un exercice de lâcher prise. Il faut apprendre à accepter que les choses vont être faites, vont être véhiculées, peut-être pas nécessairement de façon corporate comme on le veut, de la façon corporative dont on le voudrait, mais les gens, il faut qu'ils apprennent à se l'approprier, il faut que ça fasse partie d'eux aussi, puis c'est très, très, très important. Et le réseautage et le travail du réseau humain et des coordonnateurs est essentiel pour ça. Le contrôle de la qualité des données. Combien de fois j'ai présenté des projets de sciences citoyennes dans des conférences scientifiques et la première chose, c'est qui valide tes données? Bien, c'est nous, c'est les citoyens. Ça se fait avec des experts régionaux, amateurs qui sont, 2 minutes, oui, qui sont chevronnés et qui vont le faire en allant sur la banque de données pour s'assurer que, bon, la photo, c'est bien le monarque. Si ce n'est pas le cas, ils vont pouvoir la changer. Ils vont pouvoir aussi s'assurer que c'est à l'intérieur de la répartition de l'espèce, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans ce cas-là, et que ça a été fait à une bonne date et tout ça. Puis il va pouvoir communiquer avec la personne. Les gens sont toujours flattés quand un expert communique avec eux, leur donne un commentaire ou de l'aide pour les aider à identifier les choses. Et ça crée une rétroaction positive et ça les encourage à participer. Finalement, ça s'en vient bientôt dans l'engagement citoyen, surtout au niveau de la biodiversité. Pour le contrôle de la qualité, il y a l'intelligence artificielle qui fait des pas de géant. Ça va complètement changer la façon de... Je ne sais même plus comment je vais faire de la recherche bientôt pour récolter des données, parce que les gens peuvent se promener avec un téléphone maintenant, sans même prendre de photos, en utilisant leur caméra. Et l'outil Seek, qui est présent ici, va identifier plantes, espèces, insectes, papillons, poissons. Vous le nommez, il va être capable de le faire parce qu'il est rendu avec une banque de données de plusieurs millions de photos. Mais là, quand l'algorithme n'arrive pas à identifier l'espèce, c'est un humain, un participant qui est engagé, qui va, lui, qui a une expertise ou qui l'a développé à travers le projet, qui va nourrir l'algorithme en lui disant, finalement, c'est cette espèce-là. Puis ça va être contre-validé par le fardeau de la preuve. C'est vrai, j'ai une diapo de plus, où les experts vont partager entre eux ou confirmer certaines observations qui ont été soumises. Et puis, vous le voyez, à partir du moment où on a 20 observations avec photo de bonne qualité d'un animal ou d'une plante, l'algorithme ne se trompe presque plus. Donc, il arrive à identifier plus de 15 000 espèces, ce qui représente probablement 95 % de ce que les citoyens voient. Et voilà, les clés du succès pour un projet en engagement, selon moi, c'est redonner le plus possible à l'utilisateur, ne pas être une mode, comme je l'ai mentionné, avoir des contacts directs avec les experts, c'est très gratifiant. Offrir des incitatifs, ludifier l'exercice. En fait, les données doivent être ouvertes, doivent être accessibles en tout temps, sinon les gens vont arrêter de participer. Il faut, c'est ça, lâcher prise tant au milieu académique et tout ça pour que ça fasse foisonner, et ça fonctionne, je vous le dis. Nos données sont utilisées de plus en plus, sont publiées dans des revues par les pairs, par nous,
par d'autres gens. Ce qui est frustrant, c'est qu'on perd le contrôle. On n'arrive plus à tout mettre ce qu'on voudrait dans les demandes de financement parce qu'on ne sait plus si, où et quand elles ont été utilisées pour publication. Mais finalement, des sondages annuels, ça travaille l'humilité, hein, de se faire dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre projet, mais ça le rend meilleur l'année suivante. C'est important de faire ça. C'est tannant de faire des sondages avec les participants, mais c'est essentiel. C'est que je vous encourage. Moi, la première fois, j'ai grincé des dents. Ça a fait mal quand j'ai vu les résultats, mais l'année d'après, on était nettement meilleur, puis la participation a doublé, puis elle continue de le faire maintenant. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Donc, n'ayez pas peur de faire des sondages. Et la technologie nous surprend de plus en plus, n'est-ce pas? Maintenant, ben oui, je vais baisser le micro, je pense. Oui. Vous pourrez... On va s'ajuster. Ça se passe. C'est bon. Je me dis, c'est des gens intelligents, ça va bien se passer, là. Vous avez une bonne capacité d'adaptation. Moi, j'utilise le micro en ce moment. J'avais un petit feed avec mon autre micro. Voilà pour l'aspect technique. Vous êtes déjà à côté de moi. Antoine, vous êtes co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et Jocelyne, vous êtes une patiente partenaire, n'est-ce pas? Et vous pilotez ensemble un merveilleux projet, Communauté soignante. Je vous laisse nous en parler. On les applaudit. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Jocelyne et moi, depuis 3 ans, on soigne des patients ensemble, puis on fait de la recherche ensemble. Je suis médecin de famille, donc un de mes plus grands défauts, par définition, c'est de trop parler. Et donc, pour retenir dans notre 10 minutes, on a fait appel à la Maison d'innovation sociale, Atelier 10, dans leur bulletin Raccord, pour nous faire une petite vidéo de 2 minutes pour vous résumer qu'est-ce qu'on fait. Je parle vraiment. Au pis-aller, je crois que c'est scripté. Oui. Au pis-aller. C'est tellement bien résumé. OK. Salut, les textes en vrai d'écran, tout le monde. Ah, vous les voyez pas? Bon, on les regarde. Oui, c'est bon. Regardez, on va vous parler comme des vraies personnes. En fait... Oui, c'est bon. Ben, c'est drôle, hein, parce que en fait, nous, on investit beaucoup dans la technologie humaine. Une des prémices à la base de notre travail, c'est que soigner, c'est d'abord une relation humaine. Puis donc, un point de départ, dans le fond, dans pourquoi on a choisi de travailler ensemble, c'est que, c'est ça, moi, comme médecin, souvent, j'ai l'impression d'être la bonne solution au mauvais problème. Il y a des gens qui viennent se présenter dans notre bureau avec un mal de tête, avec la haute pression, etc. Mais au fond, donc les symptômes sont médicaux, mais le problème est social. C'est un problème d'isolement social, c'est la peur de mourir, c'est le sentiment d'être seul, des anxiétés, etc. Puis comme médecin, donc, on peut prescrire des pilules, c'est une chose, mais comme professionnel, on est souvent un mauvais substitut à l'absence d'amis, d'un voisin qui prend soin ou d'un membre de la famille.
Donc, dans ces situations-là, ce que je fais, c'est que je tends la main vers Ghislaine comme patiente partenaire, puis aussi vers d'autres membres de la communauté, les citoyens dans notre quartier, dans le Centre-Sud à Montréal, qui peuvent s'intégrer dans une équipe de soins qui est élargie, qui ne comprend pas juste des professionnels de la santé, mais aussi des patients qui ont beaucoup d'expérience de vie avec la maladie et des citoyens qui connaissent intimement leur quartier puis leur milieu. Toi, qu'est-ce que tu fais, Ghislaine? Peux-tu dire? Qu'est-ce que... Ben moi, dans le fond, mon rôle, c'est tout simplement d'écouter. C'est d'être à l'écoute de l'autre. Quand Antoine ou un autre professionnel de la santé me réfère à un patient, ce qui se passe en règle générale, c'est qu'étant patiente moi-même, je sais très bien qu'on ne dit pas tout à notre médecin. Il y a des choses qu'on se garde une petite gêne, comme on dit. Ce qui se passe, c'est que souvent, le médecin n'a pas tout, si vous voulez, l'image entière. Et à ce moment-là, j'essaie, moi, de trouver, tout simplement par l'écoute, par l'observation, par le respect, de trouver quels sont les problèmes. Tout à l'heure, Antoine vous parlait, bon, il va soigner quelqu'un avec des maux de tête, etc. Mais en réalité, on s'aperçoit, en l'écoutant, que c'est tout simplement cette personne-là a très peur de la mort. Elle approche tout simplement dans sa vie et elle a peur, elle craint d'être seule, elle craint éventuellement d'être un fardeau. Et ce n'est pas le mal de tête. Le mal de tête, c'est vraiment simplement un symptôme à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc l'idée, c'est d'aller chercher auprès de ces patients-là la problématique, de la rapporter avec le consentement du patient à Antoine ou d'autres professionnels, et d'essayer de les réintégrer, en fait, dans la société. Parce que quand on devient patient, moi, je suis née une patiente, mais les autres patients deviennent, si vous voulez, impatients, ils perdent leur identité, en fait. Une identité qui, d'un seul coup, aux yeux des autres, ben, on n'est plus vraiment un partenaire, on n'est plus vraiment un citoyen. On a quelque chose comme si on perdait une valeur, une identité. Et notre but, à nous, c'est de réinsérer ce patient dans sa famille, dans sa communauté de famille, sa communauté de cœur, ou sa communauté, si vous voulez, là où il vit. Donc, on réfère et on travaille ensemble. Et on a d'immenses succès jusqu'à date. Peux-tu nous donner un exemple, Ghislaine, d'une personne que tu as accompagnée? Un des exemples que je veux, le dernier, j'ai à peu près une vingtaine de patients actuellement avec qui je travaille et c'est une infirmière m'a demandé de voir une patiente. Elle était très inquiète, ça faisait 3 ans qu'elle refusait de sortir de chez elle et au fur et à mesure qu'elle les semaines passaient, elle refusait de venir voir l'infirmière ou même son médecin. Et finalement, elle lui a demandé « Est-ce que tu veux voir Ghislaine, etc. » Il y a eu beaucoup de refus. Et finalement, il y a eu un déclic. Et à un moment donné, elle s'est dit « Ben oui, pourquoi pas? J'ai rien à perdre. » Et cette dame, en réalité, je la suis depuis 2 mois. Et de quelqu'un qui ne sortait plus du tout, maintenant, c'est quelqu'un qui vient me voir toutes les semaines. On prend un petit café ensemble. On parle, on discute, etc. Elle a réintégré la société. Elle s'implique maintenant pour sa santé, qui s'améliore. Elle est prise en charge par un organisme communautaire où elle va. Donc, il y a un revirement total de quelqu'un qui était complètement cloîtré chez elle. Si vous voulez, ben maintenant, elle fait partie des vivants. Elle continue de travailler, elle continue de s'épanouir et elle a fait le choix soit de se laisser mourir à petit feu, en quelque sorte, soit d'être parmi les vivants et de collaborer. Donc, la démarche dans laquelle on s'inscrit, Ghislaine et moi, depuis 3 ans, c'est une démarche de recherche dans l'action. On cherche ensemble à mieux soigner ensemble. Donc, la recherche, pour nous a donné, au fond, une bulle de protection, un espace protégé d'innovation qui nous a permis de faire des choses qu'on aurait autrement été incapables de faire dans le réseau de la santé comme il existe actuellement.
Puis on vous en reparlera, mais quand on a commencé à travailler ensemble, Justine a commencé à avoir des patients à la clinique, ça n'a pas été long que le téléphone a sonné pour qu'une gestionnaire me dise « Qu'est-ce que vous faites là? C'est dangereux, ça n'a pas de bon sens, les professionnels, on va se faire poursuivre, etc. » Mais donc l'environnement de la recherche, avec le formulaire de consentement, etc., l'approbation éthique, nous a donné un espace protégé d'expérimentation et d'innovation pour nous aider à réfléchir sur notre façon de soigner ensemble, pour apprendre à mieux le faire au fur et à mesure, puis être capable de soutenir d'autres personnes qui veulent aussi s'engager dans ce type d'intervention-là. Mais tout ça ne se fait pas naturellement. Il y a plusieurs changements de rôle, Ghislaine, pour toi comme patiente dans un projet comme ça, non? Oui, bien, de sujet de recherche, je deviens co-chercheur. De personnes protégées d'un seul coup, eh bien, je suis co-responsable et en éthique. L'intervention d'utilisateurs, ben, je deviens concepteur, et d'établissement pour les usagers, ben, maintenant je fais partie de l'équipe à temps plein. Donc, évidemment, ce passage-là, ça ne se fait pas sans résistance. Il y a eu des résistances, puis on pourra vous donner des anecdotes pas mal drôles, des résistances à la fois culturelles, professionnelles, institutionnelles, qui est responsable, etc. On a trouvé les clés. Ça demande pour nous, ça demande d'abord de la patience, du temps, ça demande de la confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on a commencé à travailler ensemble? C'est d'abord une confiance mutuelle l'un envers l'autre. Ça se bâtit dans le temps. Ça demande beaucoup de diplomatie, être à l'écoute des préoccupations dans le milieu, d'essayer de les comprendre, puis de rassurer les gens, de les prendre en compte, puis de la complémentarité. Donc, avoir confiance, avoir l'humilité de reconnaître les limites de nos propres connaissances, de nos propres compétences, pour vraiment construire sur les connaissances de notre partenaire avec qui on travaille. Puis qu'est-ce que ça donne, tout ça? À notre avis, ça donne des projets qui sont plus pertinents, qui répondent pour vrai aux besoins, dans notre cas, des patients et de la population. Ça nous permet d'avoir un projet qui est plus intègre, même au plan de l'éthique. Il y a des préoccupations, des façons de faire que soulève Ghislaine qui nous aident à mieux faire les choses. Ça nous aide à être un peu plus efficace puis à avoir plus de l'influence ensemble. Quand les gens voient arriver un duo d'un patient qui travaille avec un docteur, les gens sont rapidement séduits. Si vous voulez faire de la recherche ensemble, de la recherche avec des patients et des citoyens, ça ne s'apprend pas nécessairement sur le coin d'une table. Vous pouvez être accompagné. Il y a des organismes qui peuvent vous soutenir, comme le Centre d'excellence, comme l'Unité soutien du Québec. Et voilà. Merci beaucoup. Antoine et Ghislaine, merci beaucoup. C'est vraiment un bel exemple de projet où il y a vraiment un lien de confiance qui s'est tissé dans la collaboration entre les collaborateurs. Merci beaucoup. Puis pour la vidéo, la beauté de la vie, c'est que j'ai vu que c'était sur les Internets. Ah oui, c'est sur les Internets. C'est sur les Internets. Réjouissons-nous. Donc, le titre de la vidéo, c'est Collaboration. Ben, en fait, si vous allez sur le site de la chaire, chairpartenariat.ca, vous allez le retrouver. Chairpartenariat.ca, vous allez retrouver la magnifique vidéo et avoir le son. Sur ce, j'enchaîne avec Céline et Lisette Perron. Alors, Céline, vous pouvez vous approcher, je vais vous présenter. Céline est professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Et Lisette Perron, oh, vous restez assis, c'est vrai, oui. Vous restez assis. Bon, on va rester assis. Et Lisette Perron est co-chercheure avec Céline sur le projet de recherche-action participative sur l'itinérance au féminin. On vous écoute, mesdames. Merci. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à parler de cette recherche-là. Je rajouterai pas sur le lâcher-prise, la résistance et la confiance, parce que nous aussi, on est passé par là. Peut-être que ce que je rajouterai, c'est la question du respect dans les savoirs différents qu'on peut développer. Alors, cette recherche-là, c'est une action concertée auquel on a répondu il y a maintenant 3 ans. L'idée, quand on travaille un peu en itinérance, c'est que la plupart des études travaillent sur l'itinérance au masculin. Quand on pense itinérance, on pense les hommes dans la rue, mais que les femmes sont peu connues, méconnues et sont invisibles. D'une part parce que pour leur sécurité, il vaudrait mieux qu'elles soient invisibles dans la rue, mais d'autre part parce qu'elles font tout pour éviter la rue, même si elles sont dans des situations d'itinérance et d'instabilité. Et donc, notre idée, c'était de partir de là en se disant il faut combler ce manque de connaissances et rendre visible l'itinérance au féminin. Donc, il y avait ce premier projet de produire de la connaissance, mais l'autre objectif, c'était vraiment de le faire autrement que la manière dont on fait habituellement des recherches, notamment auprès des populations marginalisées,
en créant un groupe de femmes qui ont vécu ou qui vivent encore, qui vivaient et qui vivent encore des situations d'itinérance. Et donc, à partir de ce groupe-là, de co-construire avec ces personnes-là qui sont des co-chercheurs, qui ont été des co-chercheurs tout au long de cette action concertée, qui demeurent des co-chercheurs, puisqu'on est maintenant dans des mobilisations de connaissances qu'elles portent complètement. Et on a un projet d'internationalisation pour dans 2 ans. Donc, c'est avec cette idée-là de faire autrement de la recherche et surtout de travailler avec les personnes dans le respect pour lutter aussi contre la stigmatisation qu'on a mené une aventure depuis maintenant 3 ans. Puis je vais laisser Lily vous raconter comment elle travaille dans le groupe. Bonjour, Lisette Perron. J'étais 2 ans dans une situation d'itinérance. J'ai appris avec le groupe que de nommer une femme une itinérante, c'est comme lui mettre une badge, si vous voulez. Puis c'est comme dénigrant. C'est mieux de dire la situation d'itinérance comme ça. C'est juste un bout de temps que tu vis, que après ça, tu ne l'es plus. Alors, je l'ai vécu 2 ans. Et puis, ça fait une dizaine d'années que j'en suis sortie. Je suis tellement heureuse d'avoir connu le groupe de Céline et Jacinthe. Moi, quand je sors de là, je suis folle comme un balai. C'est un exutoire. Puis, j'ai pu communiquer avec des femmes, avec d'autres femmes, puis des femmes intelligentes. C'est pas des deux de pique, là. C'est pas parce que tu es dans la rue que tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent. Tu peux faire une dépression, tu peux perdre ton emploi. Il n'y a personne à l'abri de toi d'être dans la rue. Ce groupe-là fait que je réussis à me réaliser. Je me sens utile. J'ai eu des emplois que j'étais bien rémunérée, mais en tant que même, je vous dirais, sur le BS, je trouve que c'est la job la plus payante au monde que ce que je fais présentement. Ce groupe-là a été comme dans à peu près 2 ans. On a eu des questions à répondre. Il y a eu des pharmaciens en devenir de l'Université de Montréal qui sont venus nous rencontrer, qui ont fait des boîtes roses, puis qui ont mis un peu partout dans les pharmacies, dans les universités, puis ont recueilli 10 000 accessoires pour les femmes itinérantes, tampons, serviettes sanitaires, brosses à dents, savon, etc. Je vous dirais qu'après ces 2 années-là, a abouti un colloque le 6 et le 7 décembre 2017, un colloque participatif qui a eu 200 personnes à chaque journée. Les gens ont participé, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était à se péter vraiment la tête. Les gens étaient adorables, ils étaient présents. C'était quelque chose de vraiment spécial. En tout cas, moi, je n'avais jamais connu ça, qu'une femme ex-itinérante ait la parole aussi. C'est important qu'on ait la parole. Et puis, les hommes, je suis désolée, mais c'est vraiment les hommes itinérants qu'on voit toujours à la télé, qu'on voit les annonces. Nous, les femmes, on n'est pas connus. Personne les voit parce que, premièrement, il faut qu'elles soient cachées. S'ils ne sont pas cachés, ils se font battre, ils se font violer, ils se font même tuer. Il y a une maison d'hébergement qui s'appelle chez Doris par rapport à une femme qu'ils ont retrouvée dans le Vieux-Port de Montréal qui s'appelait Doris. Ils l'ont nommée en son nom. Puis après le colloque, bien, on a continué à faire de la sensibilisation auprès de la Ville de Montréal, l'itinéraire, la rue des Femmes, une maison d'hébergement et autres. Je vous dirais que c'est pas terminé, puis qu'il faut vraiment qu'on continue à avoir la parole pour qu'on se fasse entendre, qu'on se fasse voir, que les gens nous voient, que le gouvernement donne des subventions aux maisons d'hébergement, puis à nous autres, à notre groupe, parce que on tient à continuer. Peut-être juste rajouter, ce qui est aussi important dans ces recherches participatives, c'est le long terme et la mobilisation des connaissances. Le fait d'arriver à faire en sorte que ce soit les personnes les plus concernées qui nomment les résultats de recherche, qui évoquent ces situations-là, etc. C'est aussi un enjeu majeur en termes de recherche. Donc, ce n'est pas juste le processus, mais c'est aussi beaucoup la suite pour faire changer les choses. Merci, Céline.
Céline et Lisette, merci beaucoup. C'est touchant, beau projet. Et je sens qu'on pourrait, c'est ça, on pourrait en parler tellement longtemps, je pense, de tous les projets. Et là, le temps file et nous sommes rendus à Virginie. Virginie, est-ce que vous restez à votre place? Je vais rester à ma place, mais tu me coupes pas du temps, par exemple. Moi, je fais jamais ça. Je fais jamais ça, c'est pas moi. Virginie, est-ce que vous allez avoir besoin de ça? Oui, très certainement. Alors, je vais vous le transmettre. Yep. Et pendant que Merci, je vous c'est présente, gentil. vous êtes conseillère principale transfert des compétences, design et innovation à la Maison de l'innovation sociale. Et vous avez monté, n'est-ce pas, avec la chercheuse Julie Ruiz de l'Académie Lab, Oui. un laboratoire vivant qui mobilise les producteurs agricoles autour d'enjeux de questions environnementales. Alors, on vous laisse nous présenter le tout. Oui, c'était aussi avec donc Julie de l'UQTR, mais Pleine Terre, les clubs Technochamp 2000 aussi, qui représentent un regroupement d'agriculteurs, puis donc la Miss que je représente ici. Moi, je vous envie parce que vous êtes venus en binôme, et moi, j'aurais aimé être avec mon équipe, mais je suis toute seule, désolée. L'équipe a l'habitude de présenter le projet comme un projet collectif, public, privé et citoyen, qui va re-questionner la façon de gérer des projets de gestion intégrée de l'eau en agriculture, en milieu agricole. Et ce qu'il propose, c'est de co-créer des nouvelles pratiques agro-environnementales qui vont être, on va dire, plus adaptées à la réalité des agriculteurs et leur diversité, et donc ils vont avoir plus d'impact. On opère depuis 2015, donc on a un petit peu de rétroaction. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ah, voilà. Alors l'Acadie, ce n'est pas l'Acadie que vous avez en tête, c'est une rivière au Québec. Elle est en Montérégie, donc dans les jardins de Napierville. On est donc dans la partie sud de la plaine agricole, donc vous voyez cette magnifique zone en rouge. On est dans les zones les plus intensives au milieu agricole là, du Québec. Donc on travaille avec grosso modo 70 producteurs agricoles qui ont parmi les fermes les plus grosses au Québec, 1 million de revenus bruts par an. Donc un beau paysage de grandes cultures, maïs, soya que vous voyez en bas. Et puis on a une grosse poche de production maraîchère avec ces magnifiques salades qui sont extrêmement importantes économiquement. Alors évidemment, avec un tel contexte territorial, vous vous doutez bien qu'on a une certaine complexité d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont tous liés les uns avec les autres. Économique, érosion des sols, perte de productivité de certaines terres. Social, parce que nous aussi, on a un lien de solidarité qui se défait au fur et à mesure du temps dans ce genre de modèle. Des problématiques de relève qui refusent de reprendre ce modèle-là, de la pauvreté aussi, certains déserts alimentaires, bien que ça paraisse paradoxal, des mésententes entre des producteurs agricoles et non-producteurs, et évidemment, alors comme vous le voyez, des gros enjeux environnementaux. La rivière l'Acadie, particulièrement polluée, elle peut atteindre des fois 10 fois un dépassement de pollution par rapport à la norme. Dans certains endroits, des inondations qui sont un peu gênantes, et puis évidemment donc l'érosion des sols, perte de biodiversité. Nous, je ne pense pas qu'on ait encore des papillons beaucoup. Oui, des oiseaux champêtres, on n'en a plus par exemple. Alors, excusez-moi, j'étais trop vite. C'est ça, il existe des solutions, des pratiques agro-environnementales. Il y a une diversité d'expertises qui en proposent depuis très longtemps. Et elles sont très connues des agronomes de terrain, elles sont très connues des agriculteurs. Mais par contre, le constat, il faut bien l'avouer, c'est qu'elles ne sont pas mises en place à l'heure actuelle, bien qu'elles existent. Et nous, en fait, ça nous a amené à nous poser la question de l'adoption de ces pratiques agro-environnementales. Pourquoi donc, si elles existent, on ne les met pas en place? Et puis, cette réflexion-là, ça a été de dire... on en a plein des savoirs sur le territoire qui coexistent, mais quand on les regarde bien, qu'ils soient scientifiques, donc qui proviennent de la recherche académique, qu'ils soient pratiques, donc des agronomes, de l'expérience de terrain des professionnels du terrain, ou qu'ils soient d'usage, donc les agriculteurs, les citoyens, qui sont les mieux placés pour savoir comment ça se passe à la ferme, aucun de ces trois-là, aussi rigoureux qu'il soit ou aussi concret qu'il soit, ne peut répondre à lui seul à des enjeux aussi complexes. Alors, la proposition d'Acadie Lab, ça a été d'offrir un espace de recherche et de passage à l'action qui tendent à essayer d'éliminer cette habitude un peu malsaine qu'on a de fragmenter ces savoirs sur le territoire et surtout de les hiérarchiser entre eux en termes de valeurs. C'était un beau défi, comme vous. On a relevé.
Excusez, ça marche définitivement pas. Ouais. Alors, comment ça se passe? On a une approche collaborative un peu particulière, qui s'appelle les laboratoires vivants, mais ce n'est pas très important. La règle pour que ça fonctionne, c'est que l'on soit chercheur, agronome, professionnel ou agriculteur, on va tous participer à toutes les étapes du processus de recherche et développement. Donc de la planification, c'est-à-dire identifier la problématique et les objectifs, au co-design, donc émettre des hypothèses de solutions, jusqu'à l'exploration des connaissances qu'il faut aller interpeller pour avancer dans cette recherche, et les expérimenter en conditions réelles. Donc ce sont les agriculteurs qui vont les mettre en place eux-mêmes sur leur ferme. Et bien sûr, on revient tous ensemble en communauté pour évaluer à la fois les expérimentations, le processus de recherche, comment tout le monde s'est positionné, et finalement les impacts qu'on a générés économiquement, socialement et environnementalement. Donc pour être plus concrète encore, on a travaillé depuis quelques années, puis cette année en particulier, on s'intéresse à un projet qui s'appelle Simul, que vous voyez là-haut, avec une petite tablette. Il est né donc concrètement en amont du besoin exprimé des agriculteurs de pouvoir voir l'impact des pratiques agro-environnementales qu'on leur proposait. Ils avaient besoin de le voir parce que c'est leur décision, il faut qu'ils comprennent, ils ont besoin que ce soit concret. Donc, ils expriment ce besoin et ce désir-là. Ensuite, donc, en co-design, ils vont travailler avec les agronomes. Et là, l'idée qui émerge, c'est de dire, ça serait chouette d'avoir un outil interactif qui nous permette de dialoguer, parce que j'ai mon conseiller qui vient chez moi à la ferme, j'ai des décisions à prendre avec lui. Est-ce qu'on pourrait avoir un outil interactif sous forme d'application? OK. Donc, on continue. Et puis, en exploration, le travail avec des chercheurs, en particulier un hydrogéologue, Stéphane Campeau, qui venait présenter des résultats de pollution de la rivière. Là, les producteurs agricoles ont décidé de se fixer un objectif de réduction des quantités de matières résiduelles qu'il y avait dans la rivière, donc par érosion. Et pourquoi cet indicateur-là? Parce que ça colore l'eau et ça se voit. Et donc, ça se comprend. Ça se comprend beaucoup mieux qu'un tableau de phosphore, nitrate, nitrite, etc. Pour beaucoup de monde, pour moi aussi. Et donc là, c'est devenu un indice qui, scientifiquement, est peut-être moins valable a priori, mais qui est un indice qui est un levier compréhensible pour tous, et donc qui va être intégré donc, dans la recherche et dans le développement de l'application. Donc ensuite, les agriculteurs et les agronomes ont testé un prototype papier développé par les chercheurs pour identifier les éléments qu'on allait continuer, puis le protocole d'expérimentation qu'on allait mettre en place l'année suivante. Donc, comme mes collègues l'ont fait tantôt, vous voyez chez nous, les agriculteurs, c'est des co-chercheurs très actifs dans le processus de recherche et développement. Cette année, donc en phase 2, ils vont identifier les pratiques agro-environnementales qui vont rentrer dans le modèle. Ils vont travailler sur l'ergonomie de l'application. Ils vont également définir quels sont les différents usages qu'on pourrait déployer avec cette application au niveau du conseil des agronomes. Ils vont évidemment expérimenter, partager leurs données d'expérimentation et contribuer à l'analyse et à l'évaluation. On a évidemment une recherche de sciences naturelles et de sciences sociales qui s'intéresse à ce projet-là. Donc on a nos 4 chercheurs principaux, il y a des étudiants derrière, mais on a un hydrogéologue qui, lui, va questionner finalement l'indice, l'impact, les pratiques agro-environnementales. On a un informaticien qui, lui, se questionne sur l'architecture de cette application. Et on a des sociologues qui, elles, vont déterminer quelles sont les retombées que ça peut avoir sur les changements de comportement des agriculteurs, cette application-là. Et donc, leur rôle va être de faire leur recherche, bien sûr, mais ils vont devoir, je ne sais pas, tout à l'heure, on l'a dit aussi, prendre des rôles très différents et des postures différentes au fil du processus. Tantôt, ils vont animer des ateliers de réflexion, on voit Julie en action ici, tantôt, ils vont être simples participants. Tantôt, ils vont collecter des données, donc des résultats de ces ateliers. Tantôt, ils vont injecter des connaissances, comme le fait Stéphane. Et ça va être la même chose pour tout le monde, y compris pour les agronomes qu'on voit ici, qui vont accéder à toutes ces postures de façon très agile. Et la façon de considérer qui fait quoi quand, c'est de se donner un mot d'ordre, le bon savoir, au bon moment, par la bonne personne, devant les bonnes personnes et de la bonne façon. S'il faut faire une visite de terrain, on fera une visite de terrain. Si c'est une conférence, on fera une conférence. Si c'est un atelier, on fera un atelier. Donc voilà, j'ai fini et je passe le relais à ma collègue Julie, juste en disant un mot. Pour nous, depuis 2015, quand même, on a un rétroactif. C'est sûr que sur le projet, comme il est en cours, on n'a pas de résultats encore concrets à vous partager, mais je vous assure que pour nous, un modèle de sciences participatives comme celui-là
ça permet de générer des retombées partagées pour toutes les parties prenantes qui sont dans le projet. Et ça enrichit les 3 types de savoir, on peut quand même déjà l'observer. Les agriculteurs, on note chez eux une meilleure compréhension de l'agroécosystème, ça déploie leur capacité d'innovation de façon exponentielle. On voit une évolution de la pratique des agronomes sur le terrain qui changent complètement leurs conseils et développent des nouveaux services. Et on a une recherche qui est, Larsen, il y a une recherche aussi qui s'enrichit et qui aujourd'hui, par exemple, propose des nouvelles recherches, qui va expérimenter de la transdisciplinarité, qui intègre directement dans son protocole des savoirs expérientiels. C'est très, très riche. Alors, en termes de passage à l'action, on n'a pas sauvé la rivière. On a encore du travail, on en est sûr, mais on observe une mobilisation qui grandit et qui perdure. Depuis 2015, 70 agriculteurs, c'est rare. On a des agriculteurs qui expérimentent beaucoup plus rapidement et surtout les plus résistants vont être ceux qui vont passer à l'action le plus rapidement. Et Aurélie, qui est la doctorante, est déjà en mesure de dire qu'elle voit des changements de valeur, ce qui est quand même important, changer des valeurs chez une personne. Voilà. Merci Virginie. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos sièges puisque nous allons passer maintenant à un volet questions. On va approfondir quelques aspects, si vous le voulez bien. Et je pense que je fais du feed avec d'autres choses. On a des petits enjeux de son en ce moment. Si je dirige comme ça, est-ce que c'est mieux? Eh bien voilà! J'ai 2 questions pour vous, en fait. On sait que les chercheurs ont des intérêts de recherche, mais ils doivent aussi respecter les principes éthiques, des normes pour préserver la liberté académique. Mais les citoyens, eux, ils ont des intérêts personnels, ils ont des intérêts professionnels et des fois même militants. Comment on fait pour concilier les intérêts de chacun dans la recherche participative? Qui aimerait... Ah, Antoine, allez-y. Bien, les professionnels ont aussi des intérêts militants par moment, comme les chercheurs. C'est possible, c'est possible. Non, bien, les chercheurs aussi. Puis la question de cultiver puis de protéger une attitude réflexive, humble, autocritique, on est capable de se remettre en question. Pour moi, c'est un défi pour tout le monde autour de la table. Puis pour moi, l'écosystème ou s'engager dans une démarche scientifique commune, c'est d'abord prendre cette posture-là d'humilité par rapport à ce qu'on sait puis ce qu'on ne sait pas. Fait que voilà, pour moi, ça concerne tout le monde. Oui, tout à fait, parce qu'on n'est jamais vraiment totalement neutre aussi, là. Donc, il faut être d'humilité dans tout ça puis être capable de se regarder un peu. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, puis vous parliez pour les professionnels d'éthique, mais je peux vous dire que moi, en tant que citoyenne ou que patiente, ça m'interpelle énormément et on a aussi des questions d'éthique à résoudre, à se poser, etc. Donc, on ne travaille pas tout simplement là parce que c'est la chose à faire, on pense, mais il y a toute une ligne de conduite, une ligne éthique que l'on doit suivre aussi. Mais c'est intéressant que vous souligniez ça parce que d'emblée, peut-être, votre parcours vous a mené peut-être à être beaucoup plus dans cette vision-là éthique, mais on parle de citoyens, on parle de... Peut-être qu'il y a des gens qui ont moins qui ont eu moins ce savoir-là ou accès à cette façon de faire-là. Comment on fait pour l'intégrer puis que ça soit fluide et tout ça? Peut-être qu'on ne l'appellera pas l'éthique, mais on parlera peut-être de valeurs morales. Et je pense que chaque citoyen l'en a. Voilà. Donc, c'est une ligne de conduite. On peut l'appeler éthique, mais on peut l'appeler tout simplement valeur morale. Alors, on l'a tous, ça. Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais aussi que en situation d'itinérance, quand on se retrouve une gang de femmes qui ont vécu toutes ces choses-là, il y a des prises de bec, hein? Ça brassait en tabarouette, je vais vous dire. Il y a eu des pleurs, j'ai pleuré beaucoup. J'ai eu beaucoup de rage aussi, parce que c'est pas évident d'être dans les rues de Montréal. Mais par contre, on a des bons professeurs qui nous enseignent à respecter. Puis on a les 13, on est rendu avec 13
comme une charte, si on veut. Ah, vous êtes une charte, c'est ça? Bien, si on veut, le 13 valeurs, exactement, à suivre, qu'on nomme à chaque fois, à chaque réunion qu'on se rencontre. Ah, intéressant. Ça va être vraiment oui, beaucoup. Ça va aider, ah hein? oui, oui, oui. Puis la méditation aussi. Oui. Oui. C'est ça, la méditation, ça a l'air que c'est la clé. Alors, pour tout. Je peux peut-être ajouter un mot. Oui, allez-y, moi, j'ai l'impression qu'on a la charte en commun, je pourrais vous en parler, mais ce qui nous rassemble aussi quand j'écoute les autres projets, c'est peut-être qu'au-delà des intérêts individuels qu'on a, donc soit rédiger des articles, développer des nouveaux services ou trouver un moyen d'être rentable tout en étant environnemental, ce qui nous rassemble au final, c'est cette volonté d'atteindre un impact commun. Fait que c'est beaucoup, moi en tout cas en ce qui nous concerne, c'est beaucoup dans le projet collectif, dans l'impact commun qui veut être généré, que la posture, donc vous l'appelez éthique, nous on l'appelle posture dans notre jargon de co-création, c'est une posture d'apprenant assez ouverte, et puis voilà, donc je pense que c'est ça qui rassemble et qui permet cette fluidité. Je pense que la fluidité, elle doit être huilée par plusieurs mécanismes, par de l'intermédiation, par toute une mécanique, et puis par une préparation. Parce que nous, dans l'Acadilab, toute personne qui démarre un projet, quelle qu'elle soit, va être préparée à comprendre la démarche, à être dans une posture adéquate de co-création. Donc voilà, il y a une préparation quand même qui est nécessaire, j'ai l'impression. Si vous me permettez de juste approfondir aussi. C'est sûr que les questions éthiques, nous, c'est la première chose qui s'est présentée devant nous. Puis les premières questions qu'on s'est fait poser, d'abord au niveau clinique. Quels sont les risques pour les patients? Quel est le risque pour Ghislaine? Quels sont les risques pour les autres professionnels, etc. Puis rapidement, autour de la table, on s'est allié une conseillère en éthique clinique pour avoir quelqu'un de l'extérieur aussi pour nous aider à réfléchir à cette question-là. Quand on a déposé le projet aussi dans le cadre d'une démarche plus de recherche-action, on a aussi été dû à être explicite sur les règles par rapport à l'éthique de la recherche, le consentement, l'enregistrement vidéo, etc. Puis je dois dire que faire de la recherche avec des patients, ça bouscule aussi les habitudes des comités d'éthique à la recherche. Puis je veux juste en profiter pour saluer le courage du FRQ d'avoir lancé le programme Engagement. C'est pas juste... Ça bouscule les règles, les façons de faire, la culture professionnelle des chercheurs, mais aussi de nos institutions de recherche. Puis il y a un travail de balisage c'est quoi les nouvelles règles du jeu, c'est quoi le jeu, les règles du jeu sécuritaires pour faire de la science ensemble. Puis ça demande aussi d'outiller puis d'accompagner nos comités d'éthique à la recherche pour qu'ils comprennent que le patient, que Ghislaine, c'est pas mon sujet de recherche, c'est pas l'idée, c'est pas c'est ma collègue de recherche. Donc c'est le cadre de la conduite responsable de la recherche qui s'applique sur la façon dont on travaille ensemble. Parce que ça a été perçu comme ça à certains moments. Vous avez dû expliquer ça. Absolument. Non, ce n'est pas mon sujet de recherche. C'est ça. Puis ça, c'est pas simple à faire comprendre aux gens responsables d'éthique. Vraiment. Mais je comprends que vraiment, il y a moyen d'aller chercher aussi de l'aide extérieure pour baliser tout ça, puis huiler le tout pour plus de fluidité. Donc, oui, allez-y. Moi, je rajouterais effectivement dans cet enjeu-là, nous, sur cette recherche-là, puis avant ça, j'en avais fait une autre avec des personnes qui consomment des drogues. Et ça a été toute une bataille de faire reconnaître ces personnes-là comme co-chercheurs plutôt que comme participants. Et qu'on faisait de la recherche avec, et pas sûr, et au non. Et c'est tout ce défi-là aussi dans une forme d'éthique de bienveillance et de protection qui finalement interdit aux citoyens, et notamment les plus marginalisés, d'être des véritables acteurs de leur expérience et d'être partie prenante des recherches et non pas des objets d'études ou un peu mieux des sujets d'études. Et ça a toujours été un défi. Et c'est pas pour rien, on a fait remettre à l'université des diplômes de reconnaissance à tous nos co-chercheurs, parce que symboliquement, c'est ça qui est important. Donc, elles ont toutes eu un diplôme de l'université. Et ça, c'est des choses effectivement symboliques aussi pour montrer dans toutes ces institutions que, oui, il faut repenser autrement le rapport aux citoyens quand on fait de la recherche.
Très inspirant. Merci. Je sens que oui, hein, c'est vraiment un sujet qui inspire tout le monde. Oui. Vous aussi, Maxime. Oui, en effet. Le côté, justement, de la reconnaissance de l'expertise dans votre cas, des patients chercheurs, chez nous, des amateurs naturalistes qui récoltent des données qui vont être utilisées en sciences, à chaque fois, ça revient sur la table, surtout par justement les chercheurs qui ne font pas encore de projets avec un volet de sciences participatives. Mais souvent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ces amateurs-là le font depuis 20, 30 ans et qui sont probablement, dans certains cas, des leaders dans le domaine. Et une fois que ça, c'est acquis ou que les gens saisissent ça ou que nos collègues dans le milieu académique le comprennent, ça fait une différence énorme parce qu'ils sont souvent beaucoup plus qualifiés qu'un aide de terrain en première année de bac à qui on va aller demander « Va faire un inventaire de papillons, puis dis-moi ce que tu as trouvé dans 2 heures. » Et puis, le volet impact social, moi, je voulais le mentionner. Personnellement, je l'avais sous-estimé énormément quand j'ai parti des projets de sciences citoyennes. Je bâtissais les projets pour aller solliciter ce que j'appelle les fiévreux. Donc, ceux qui le font déjà, qui récoltaient des observations et puis qui le faisaient. Nous, mon but, moi, c'était de créer une communauté de ces gens-là, sans leur imposer des conditions différentes, mais de les mettre dans une situation où ils partageraient les données. Et il y a la loi de Pareto qui s'applique en sciences citoyennes où 80% à 90% des données qui vont être récoltées vont venir de 10% de nos participants. Donc moi, initialement, je bâtissais les projets pour eux, parce que la qualité de la donnée allait venir d'eux et tout ça. Et 90% des participants vont fournir 10 à 20% des données. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était l'impact de ces gens-là qu'on réussissait à toucher, qu'on réussissait à reconnecter avec la nature et qui devenaient c'est eux qui deviennent les ambassadeurs du projet. Les autres, là, les gens qui participent, qui deviennent nos champions pour la qualité de la donnée, pour la récolte de la donnée, ils vont continuer à le faire même si le projet n'existe pas. Sauf que, peut-être moins, peut-être, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais l'importance de tous les participants, peu importe leur niveau de participation, est essentielle et à prendre en considération, c'est certain. Donc, l'importance de la reconnaissance, hein? C'est la base pour la collaboration aussi. Oui, absolument. Ce qu'Antoine mentionne, l'exercice d'humilité et tout ça, là, je pense que souvent dans le milieu académique, c'est la plus grosse étape à franchir pour un chercheur de décider de plonger puis d'aller dans le domaine de l'engagement. Merci beaucoup à vous tous. Je pense qu'on pourrait en parler encore très longtemps. J'avais une autre question, mais le temps roule. Et vous l'avez abordé un peu, il s'agissait de la question des savoirs scientifiques et expérientiels. Vous l'avez abordé un peu, Virginie. J'aimerais qu'on les applaudisse une fois de plus. Virginie, Lisette, Céline, Antoine, Lucienne et Maxime. Vous restez avec nous à vos beaux sièges en première rangée. Quelle chance vous avez. Et pendant que vous vous déplacez, nous allons passer maintenant... en fait, je voulais mentionner que vous avez été consultés dans les premières étapes pour le projet Engagement, vous tous. Et c'est maintenant le temps de le présenter, ce programme Engagement. Et je vais inviter pour ça certains intervenants. Du Fonds de recherche du Québec, il s'agit de Julie Dirvimer, conseillère principale Relations sciences et société au bureau du scientifique en chef. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour. Philippine Campagne, responsable de programme au Fonds de recherche Nature et technologie. Bonjour. Ainsi que Catherine Olivier, analyste de politique au service des affaires éthiques et juridiques. Merci d'être avec nous. On peut les applaudir. Est-ce que vous restez ici? Je gère la mécanique du son et tout ça. Vous restez ici? Parfait. Alors, Julie, vous allez être la première. En fait, vous avez conçu le programme dans ses grandes lignes. Vous allez nous présenter ses fondations et sa structure. On vous écoute. Oui, est-ce qu'il y aurait peut-être une petite... Voilà, c'est ça que je cherchais. Il est là-bas. Parfait. Parfait. Je vais me lever quand même un peu. Voilà. Alors, le programme Engagement, les objectifs d'abord de ce programme-là, c'est de produire de la connaissance. On est des fonds de recherche du Québec, donc on veut produire de la connaissance scientifique, des nouvelles connaissances.
Et ensuite, à travers ça, on veut aussi augmenter le degré de littératie de la population québécoise. Des études montrent que quand on veut sensibiliser à la méthodologie scientifique, la meilleure façon de le faire, c'est de faire de la science. Alors, on pense qu'avec les sciences participatives, on est capable d'atteindre ces deux objectifs-là, c'est-à-dire de faire avancer les connaissances et en même temps de sensibiliser à l'intérêt de la science et aux carrières scientifiques. Principalement ça, et le scientifique en chef l'a dit tout au début, on a aussi l'intérêt au Fonds de recherche du Québec de stimuler des recherches innovantes comme le programme Audace, on l'a fait déjà aussi, donc c'est dans cette mouvance-là. Alors, quand on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on met comme balise, dans quel panier on met ça, les sciences participatives, c'est là qu'on s'est rendu compte que, oh là là, il y avait vraiment beaucoup de concepts autour de tout ça. Sciences participatives, sciences citoyennes, engagement citoyen, il y en avait vraiment énormément. Et on a trouvé un concept qui est le concept de, en anglais, Public Participation in Scientific Research, PPSR, que nous, on a traduit par engagement citoyen en recherche. Et en gros, ce sont toutes les activités qui permettent l'implication active de personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle en recherche. Okay? Et ça, c'est un petit peu ce qui regroupe toutes ces formes de participation citoyenne qu'on peut retrouver. Donc, on s'est vraiment basé sur cette définition-là. Ce qu'on voulait, c'est être le plus inclusif possible. Toute cette diversité de sciences citoyennes, de formes de sciences citoyennes, on fait pas pareil, on monte pas pareil une base de données sur les papillons que quand on travaille avec des personnes ayant vécu dans l'itinérance, c'est clair. Fait qu'on veut vraiment permettre d'englober tout ça. Alors, à qui s'adresse ce programme-là? Quels sont les publics cibles de l'appel de proposition? D'abord, des chercheurs et des chercheuses. Donc là, vous connaissez ça assez bien. Ceux qui sont un petit peu familiers avec les demandes de subventions, des chercheurs qui sont rattachés à l'université, à un collège ou en fait à toute organisation qui est reconnue par les fonds de recherche pour pouvoir gérer des subventions. Mais peuvent aussi proposer des idées de recherche, ce qu'on appelle des citoyens. Alors, par citoyen, je l'ai déjà dit avant, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas de statut professionnel en recherche. Hein, parce que notre objectif, c'est de sensibiliser des personnes à la méthodologie scientifique. Alors, on a exclu ceux qui avaient déjà ce contact naturel avec la méthodologie scientifique. Donc, on a exclu de ce concept de citoyen-là tous ceux qui sont chercheurs, mais aussi postdoctorants, étudiants au cycle supérieur et employés professionnels en recherche, tous les gens qui sont dans l'administration de recherche aussi. Alors, ces personnes-là doivent avoir la citoyenneté canadienne et être résidents au Québec. Voilà, donc que ce soit des citoyens ou des chercheurs, ils peuvent proposer des idées de recherche. Alors, je vais vous présenter un petit peu le processus dans lequel on va faire cheminer les idées de recherche. Alors, je vous présente la fusée de lancement du projet Engagement. Première étape de la fusée de lancement, l'étape de la lettre d'intention. On va ouvrir les formulaires aujourd'hui, en fait, exactement aujourd'hui, et que ce soit un citoyen ou un chercheur, une citoyenne ou une chercheuse, peut proposer une idée de recherche, seul, en fait. Donc, ça veut dire qu'il peut remplir une lettre d'intention. C'est un formulaire, en fait, mais c'est l'équivalent d'une lettre de 3 pages où on présente vraiment l'idée de la recherche selon en respectant certains critères que ma collègue va expliquer tout à l'heure. Et ensuite, on va sélectionner 15 projets de recherche, 15 lettres d'intention à partir de ça, avec un jury qui va être mixte, un comité de sélection qui va être mixte. On va limiter le nombre de lettres d'intention qu'on va recevoir à 300, parce qu'on va choisir seulement 15 idées de recherche, donc on va garder quand même ça à une taille, on est capable de le gérer, étant donné que c'est un projet pilote. Fait que, notez-le. Deuxième étape. L'étape du projet de recherche. Ah, je vois qu'il y a des questions, mais peut-être qu'on pourrait peut-être les garder pour la fin, ou c'est vraiment... Parce que sinon, je pense qu'on n'arrivera pas au bout. Mais on a vraiment une grande période de questions, d'une vingtaine, trentaine de minutes. La deuxième étape de demande de subvention. Moi, j'aime l'appeler l'étape de la maturation, parce que c'est vraiment le moment où, quand on a sélectionné des idées de recherche, on va convoquer ces personnes-là qui ont rédigé les lettres d'intention et on va les mettre dans une rencontre, on va vraiment leur expliquer
comment construire votre projet de recherche et votre équipe de recherche autour de ce projet-là. Fait que c'est là vraiment qu'on va expliquer quels sont les impacts éthiques, juridiques, essayer d'attacher des fils administratifs qui sont très importants pour vraiment monter ce projet-là. Puis on l'a vu dans nos discussions avec les personnes desquelles on s'est inspiré. Vraiment, c'est la clé de vraiment pouvoir attacher tout ça correctement. Donc cet atelier de montage de projet, c'est là où vous allez vraiment construire votre équipe de recherche. Vous allez vous adjoindre, si vous êtes citoyen, vous allez vous adjoindre des chercheurs, évidemment. Si vous êtes chercheur, vous allez vous adjoindre des citoyens, évidemment. Ensuite, comité d'évaluation, encore une fois, mixte, citoyens, chercheurs, et on va retenir 5 projets. Je n'ai pas précisé, il y a un petit carré un petit peu plus clair qui est admissibilité OAC, organisme d'action communautaire. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Si vous êtes des citoyens et que vous voulez porter le projet, vous devrez être rattaché à un organisme. Puis je vais vous expliquer un peu plus précisément en quoi ça consiste. La dernière étape, c'est l'étape de l'octroi. C'est là où on fait la fête. Donc, on nous a annoncé qu'on a eu l'octroi. Il va y avoir un versement de fonds et une rencontre de lancement et aussi différents éléments administratifs, arrangements administratifs et éthiques qu'on va vous expliquer aussi. Voilà. L'équipe de projet, comment elle va être constituée? On veut une équipe de projet de 2 à 4 personnes. Parmi les membres de cette équipe, il faut qu'il y ait au moins un citoyen ou une citoyenne et au moins un chercheur et une chercheuse, qui correspondent à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Et il peut y en avoir jusqu'à 4. Et parmi eux, il va y avoir une personne qui va jouer le rôle de porteur principal ou porteuse principale. C'est un peu l'équivalent de chercheur principal ou PI, comme on dit aussi en anglais. Là, c'est vraiment cet équivalent-là. Et puis les autres vont être coporteurs. Donc ensuite, selon en fait votre projet, des fois ça va être le citoyen qui va être porteur principal, des fois ça va être plus intéressant que ce soit le chercheur qui soit porteur principal, ça va vraiment dépendre du profil de votre projet. Donc vous avez quand même un jeu là-dedans pour s'adapter aux différentes formes de sciences participatives que vous allez proposer. Et chaque personne, parmi les 2 ou 4 personnes qui vont être dans cette équipe, va avoir des responsabilités à assumer. Elles sont au nombre de 6. Il y a la responsabilité administrative, financière, éthique. Ces 3-là sont par défaut assumés par le porteur principal ou la porteuse principale, ou plus précisément en fait par son organisme d'attache. Et les autres responsabilités, la responsabilité scientifique évidemment, la responsabilité de l'engagement citoyen et de la coordination du projet. Et en fait, les comités d'évaluation vont vraiment regarder les CV des porteurs et des coporteurs et regarder quelles sont leurs capacités à gérer chacune des responsabilités qu'ils souhaitent endosser. Donc ça va vraiment être là-dessus qu'on va les évaluer. Je voulais revenir sur le concept de porteur principal et porteuse principale. C'est un peu... je dirais que c'est probablement ce qui est de plus novateur et de plus différent là, pour la communauté scientifique. Comme je disais, c'est l'équivalent des chercheurs principaux. Donc, quand c'est un chercheur ou une chercheuse qui assume le rôle de porteur principal, écoutez, tout simplement, il faut s'assurer qu'il soit rattaché à une université, un collège ou un organisme reconnu par les fonds pour gérer des subventions. Et dans quel cas ça fonctionne, je dirais, assez comme d'habitude. Mais si c'est un citoyen ou une citoyenne, on va lui demander d'être rattaché à un organisme d'action communautaire. Ça, c'est l'équivalent d'un OBNL, mais qui a été fondé par une communauté puis qui anime sa communauté. Je le résume là, mais les 4 critères sont assez précis. Et le concept d'organisme d'action communautaire, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça fait depuis 2001 qu'il est utilisé au gouvernement du Québec. C'est une façon de reconnaître des OBNL pour financement aussi auprès des organismes et du gouvernement du Québec. Et on a rajouté à ça que la recherche ne doit pas figurer dans sa mission. En gros, là, si vous êtes... parce qu'il y a des organismes de recherche qui sont constitués en OBNL. Alors, c'est sûr que là, on ne voudrait pas que certains organismes de recherche passent par là. Donc, on voulait vraiment s'assurer que ce soit des organismes ancrés dans une communauté qui n'est pas une communauté de recherche. Hein. Là-dessus. Je voulais préciser d'ailleurs qu'il y a peut-être des personnes ici ou dans la communauté qui se définissent comme des organismes de liaison ou qui ont des missions de recherche, mais aussi des missions de faire des liens, des organismes d'intermédiation. Ces organismes-là, effectivement, ne peuvent pas être porteurs principaux parce qu'il y en a beaucoup qui font tellement impliqués dans des projets de recherche que finalement, c'est dans leur mission.
Mais par contre, on a des frais qui vont pouvoir leur être octroyés si on fait appel à leurs services dans le cadre du projet comme organisme d'intermédiation. Donc, ils vont vraiment pouvoir être liés par rapport à ça. Je pense que c'était une demande que vous aviez là dans la rencontre de consultation qu'on avait faite. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue, en fait, pour les critères d'évaluation, parce que je suis sûre que c'est pas mal ça qui vous intéresse. Je vous invite à les regarder en détail sur le site. Là, je vais les présenter globalement. Donc, il y a 2 étapes. Pour la première étape, la lettre d'intention, il y a 4 critères d'évaluation qui vont compter 25 points chacun. Donc, pour le premier critère, c'est le potentiel de création de connaissances. Ici, en fait, les candidats doivent présenter comment leur idée de projet va permettre d'explorer une nouvelle question de recherche et quelles nouvelles connaissances vont pouvoir être générées. Donc ça va être important de situer le contexte et de bien mettre en évidence le besoin en fait, à combler à ce niveau-là. Le deuxième critère, ça va être le potentiel de mobilisation citoyenne. Donc là, on encourage les candidats en fait, à mettre en avant comment ils comptent mobiliser et impliquer les communautés citoyennes. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous définir quantitativement s'ils ont une idée du nombre de personnes qu'ils vont pouvoir impliquer. Mais aussi, on s'attend à ce qu'ils nous détaillent un peu plus leur mobilisation, leur implication, pardon. C'est-à-dire comment les citoyens vont être engagés. Donc, est-ce qu'ils vont faire partie de chaque étape du processus, par exemple, ou est-ce qu'ils vont être consultés? Oui, je vais m'approcher. Est-ce qu'ils vont être... Vous m'entendez? Est-ce qu'ils vont être consultés? Est-ce qu'ils vont récolter des échantillons, les analyser aussi, les interpréter? Donc, c'est ça. Ici, c'est ça, c'est important on peut même faire un petit contexte sur les attentes et les besoins à ce niveau-là des populations citoyennes. Le troisième critère, le potentiel de collaboration entre les citoyens et les chercheurs. Donc ça va être de présenter en fait la composition de l'équipe envisagée. On n'est pas obligé d'avoir l'équipe qui est déjà prête à cette étape-là du processus. On peut c'est encourager d'identifier les profils de personnes avec lesquelles les candidats souhaiteraient travailler. Si vous les avez déjà rejoints et qui sont d'accord pour participer au projet, il faut les identifier dans la lettre d'intention. Donc là, ici, ce qui va être évalué, c'est la complémentarité des expertises entre les profils des membres de l'équipe envisagée et à quel point ça va s'articuler avec les expertises et le savoir du candidat qui dépose la lettre d'intention. Ce qui m'amène au 4e critère, donc l'expertise du candidat, qui va se baser sur le CV de 2 pages, comme disait Julie, qui doit être fait de manière cohérente par rapport au projet déposé. Donc le candidat est amené à présenter son parcours, ses contributions les plus importantes d'un point de vue professionnel ou même personnel, mais toujours dans l'optique que ça va aider le comité en fait, à comprendre en quoi ce candidat est pleinement qualifié pour s'engager dans le projet qu'il nous présente. Pour la deuxième étape du processus, donc ça va être la demande de subvention. Il y a 3 critères qui vont compter globalement pour un tiers chacun. Le premier critère, ça va être la qualité scientifique du projet qui va être déposé. Donc les 3 aspects fondamentaux, ça va être l'originalité en fait, de la question de recherche et la portée scientifique. On va aussi regarder la méthodologie qui va être démontrée dans la description du projet de recherche, avec par exemple les objectifs à atteindre. Le deuxième critère, ça va être la qualité de l'engagement citoyen au sein du projet. Donc là, on va encore une fois regarder, mais beaucoup plus en détail, de manière plus développée, l'implication et la mobilisation des citoyens. Les candidats sont invités à présenter les stratégies qu'ils vont développer pour pouvoir rejoindre les citoyens, pour pouvoir les impliquer. Encore une fois, quel est leur degré d'implication dans le projet? Donc là, ça devient vraiment concret. Et surtout, ils doivent mettre en évidence quels vont être les bénéfices pour ces communautés citoyennes, et notamment les bénéfices en termes d'apprentissage, mais de littératie scientifique. Voilà, donc ça, c'est des choses qui doivent vraiment apparaître dans ce critère-là. Enfin, la pertinence de l'équipe envisagée. Donc là, à ce stade-là, l'équipe doit être complète. On doit aussi, en amont, s'assurer de la recevabilité en tant que porteur principal du candidat, puisque c'est vraiment l'aspect qui va être important.
Les candidats sont amenés à présenter la composition de l'équipe toujours sur un CV de 2 pages, à bien faire ressortir les complémentarités, les connaissances, qui va porter les connaissances expérientielles et les connaissances scientifiques. Et encore une fois, ils vont devoir là nous présenter le processus de co-construction, c'est-à-dire qu'ils vont nous présenter quels vont être les bénéfices pour chaque membre de l'équipe qu'il sera impliqué, et notamment comment vont se répartir les responsabilités au sein de cette équipe. Au niveau des comités, on en a déjà parlé brièvement, mais ça va être des comités mixtes, pluridisciplinaires, ça veut dire qu'ils vont être composés de citoyens et de chercheurs. À ce titre, tous les candidats qui souhaitent déposer des projets doivent le faire de manière très claire, puisque justement, on n'a pas affaire forcément à des experts dans une thématique précise. Il y aura 2 comités, enfin 2 séances, 2 sessions de comité, une en décembre et les résultats seront annoncés en suivant pour la lettre d'intention, puis ensuite le comité au mois d'avril pour la demande de subvention et les résultats seront annoncés en suivant aussi. Donc je laisse ma collègue, Catherine. Donc on finit avec la question humaine. En fait, je pense que les personnes qui étaient sur le panel nous l'ont dit, la difficulté c'est de se lancer pour les chercheurs dans un projet de ce type-là. Et puis aussi, le côté innovant du programme, c'est d'avoir des citoyens, citoyennes qui peuvent devenir porteurs d'un projet de recherche. Donc, les questions se sont posées, comment on va faire pour encadrer, baliser, pour qu'on puisse donner la place qui revient ou qu'on veut que le citoyen, la citoyenne puisse prendre dans ce type de projet-là. Donc, ça va se passer tout au long du processus de la demande de financement. Mais aujourd'hui, c'est la première étape. Là, je vous parle, je vais vous donner de l'information. C'est comme une séance de sensibilisation sur les 2 grandes étapes que j'ai séparées ici. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé cette expression-là, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une étape de préparation dans laquelle on fait une réflexion sur quels vont être les contenus, comment on va établir la relation, les interactions entre les porteurs et les co-porteurs, qu'il s'agisse de chercheurs ou de citoyens. Et ensuite, une étape qui va être plus concrète, qui est l'étape de prise d'engagement. Donc, au niveau de la lettre d'intention, on vous l'a dit, vous allez peut-être déjà avoir identifié des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Bien sûr, l'idée d'un enfant qui travaille avec son parent, qui veut amener son parent à faire de la recherche, on veut en voir, c'est des belles histoires. Par contre, au niveau des porteurs et des co-porteurs, on croit qu'il faudrait faire attention à ne pas se mettre dans des situations de conflit d'intérêts, éviter un peu éviter les liens familiaux, les liens financiers, notamment avec les organismes et les personnes, les chercheurs, pour ne pas se retrouver dans des situations fâcheuses, ou aussi, il faut penser à ne pas se retrouver dans des situations hiérarchisantes. C'est ce qu'on veut détruire avec ce programme-là. Donc, ça, c'est une des choses. Un autre principe qui est important en fond de recherche, c'est le principe d'équité, diversité, inclusion. Donc, dans la conception de ces équipes-là, si vous pouvez intégrer l'idée d'avoir des équipes mixtes qui intègrent les différentes et qui sont inclusives, qui permettent d'avoir une diversité de personnes au sein des équipes, ça serait très apprécié. Ensuite, vous continuez à cogiter, puis là, vous allez établir une entente avec les personnes avec qui vous voulez vraiment travailler. Mais c'est comme toute association de collaboration. Au début, on pense que tout va très bien aller, mais c'est mieux d'établir certaines règles pour être sûr que la chicane ne prend pas. Donc, on a ciblé là, quelques éléments. Par exemple, si jamais il venait avoir une innovation qui sort de votre recherche, bien, il faudrait avoir pensé à comment on va partager la propriété intellectuelle. On veut aussi, c'est très important pour les fonds, c'est un principe fondamental d'assurer la liberté académique des chercheurs, mais dans ce programme-ci, on veut tout autant protéger l'autonomie citoyenne. Donc, c'est 2 éléments dont il faut discuter. Et puis, important, comment on va gérer les données qui vont être créées dans cette recherche-là? Il y a besoin de donner un certain endroit sécuritaire pour conserver, archiver ces données et les utiliser. Donc, tous ces éléments-là devraient être discutés pour, finalement, au moment de la demande de financement, pouvoir avoir établi quelles sont les responsabilités, qui prend quelle responsabilité. Donc, on vous a dit qu'il y avait plusieurs responsabilités. Moi, je vais vous parler de 4 responsabilités. Au niveau administratif, on va avoir le fait de qui gère les budgets.
et qui va être redevable de faire une reddition de compte au Fonds de recherche du Québec. Au niveau administratif, on va voir qui offre les structures pour gérer la recherche aussi. Donc ça doit être présent dans la demande de financement, puis ça va être évalué. Puis ensuite, au moment advenant un octroi, vous avez l'argent, vous êtes content, bien, on vous a dit au début, il faut éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêt. On vous le rappelle au moment de l'octroi, on va vous demander de nous déclarer que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt. C'est pour aider à ne pas se retrouver dans une telle situation. Et aussi, il y a des engagements qui sont pris par les organismes et les établissements qui sont les lieux qui, normalement, accompagnent les chercheurs et qui vont accompagner les citoyens dans la gestion des projets. Donc ça, c'est pour les aspects administratifs. Mais il y a aussi tous les aspects éthiques. Donc, encore une fois, toujours à travers tout le processus de demande de subvention. Au niveau de la lettre d'intention, on va vous sensibiliser à quelles sont les règles et les politiques qui sont en vigueur au Fonds de recherche du Québec. Notamment, on a parlé tout à l'heure de la conduite responsable en recherche. Ça fait partie des politiques qui sont importantes pour nous. Donc, il y a un premier engagement qui va être pris par la personne qui va déposer la lettre d'intention ou les personnes qui sont inscrites à l'intérieur. Ensuite, vous allez être en processus d'élaboration de votre projet de recherche. Dans cette phase-là, il faut évaluer est-ce qu'il va y avoir des besoins particuliers. Par contre, par exemple, tout à l'heure, on a parlé là, de est-ce qu'il y a des êtres humains qui vont être impliqués comme participants dans la recherche? Est-ce que la recherche comporte des risques particuliers ou est-ce qu'elle peut placer des gens dans une situation de vulnérabilité? On peut penser à un projet de recherche qui serait fait auprès de nouveaux arrivants sur leurs besoins en santé. On peut penser que ce projet-là pourrait amener les personnes à être dans un contexte de vulnérabilité à un certain moment. Encore une fois, lorsqu'on sélectionne des participants pour participer à une recherche, on aime avoir préconisé les principes d'équité, diversité et inclusion dans les échantillons. Et aussi, mais en dehors des humains, il y a parfois de la recherche qui se fait avec des animaux, soit des animaux qui sont plus habituellement utilisés en laboratoire, mais aussi des animaux sauvages. Il faut savoir qu'il y a des éléments particuliers pour ce type de recherche-là, où on peut faire la recherche qui, sans qu'on le veuille, va avoir un effet néfaste sur l'environnement, ou bien lors de laquelle on doit gérer des produits dangereux. Tous ces éléments-là vont vous amener à l'étape de prise d'engagement à être responsable par rapport à ces choses-là. Donc, il y a encore une fois la séparation des responsabilités qui va donc avoir son établissement ou son organisme responsable de vérifier qu'on est conforme aux exigences éthiques, là, les normes et les règles qui sont énoncées dans les politiques, et qui aussi s'assure de la validité et de la qualité scientifique. Donc ça va être défini dans votre demande de financement. Et à ce moment-là, toute l'équipe va être indiquée dans la demande de financement. C'est pourquoi on vous demande de reprendre un deuxième engagement envers les règles et politiques des fonds de recherche du Québec. À l'octroi, on vous fait un rappel de ces règles-là qui, notamment, vont vous dire, bien, s'il y a des participants humains dans votre recherche, vous devez évaluer votre projet de recherche par un comité d'éthique de la recherche. S'il y a des animaux, vous devez passer à un comité de protection des animaux ou, du moins, connaître les règles qui sont à respecter dans ce cadre-là. Si, dans d'autres contextes, il peut y avoir besoin d'avoir des licences ou des autorisations, vous devez les connaître et vous devez les obtenir avant de commencer la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Suis-je allumée? Je suis allumée. On m'entend? Catherine, Philippine et Julie, merci beaucoup pour tous ces aspects-là que vous avez vulgarisés, vraiment. Et on vous l'avait promis, c'est maintenant le moment de la période de questions. Oui, il y a des questions. J'ai un micro, c'est extraordinaire. Peut-être que pour la mécanique, est-ce que vous pouvez vous avancer? Je pense que ça va juste ici, peut-être. Ou vous pouvez le faire passer. Allez-y. Et vous, à la maison, oui, vous, à la maison, si vous avez une question, on vous invite à écrire. Et Julien, qui s'occupe des réseaux sociaux ici, me la transmettra tout à l'heure. N'est-ce pas merveilleux? Je vous écoute, monsieur. Gilbert Raymond, Université Concordia. Beaucoup de recherche participative, de recherche-action comme ça demandent et exigent, sans l'écrire dans la demande de subvention, d'avoir une coordination ou une concertation des gens sur le terrain parce que c'est l'action concertée des gens qui va arriver à quelque chose. Je prends comme exemple l'Acadie Lab.
il me semblait qu'il y avait il doit y avoir quelque chose qui cimente les agriculteurs et les agronomes ensemble. Et ça, est-ce que ça en fait partie des critères de recherche? Et est-ce qu'on peut avoir des modèles ou est-ce qu'on peut en entendre parler? Parce que c'est souvent ça qui est difficile à faire. Qui veut répondre? Oui, on a quand même un critère. Attendez que je le reprenne parce que je ne connais pas les critères par cœur, mais on en a un qui est vraiment, en plus, on va regarder le potentiel de mobilisation citoyenne. Donc, on va vraiment regarder si, dans le projet, il y a les capacités pour aller mobiliser les personnes. Donc, je prends un exemple. Je pense que parmi les porteurs ou coporteurs, il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit solidement ancrée dans une communauté puis qui est capable d'aller chercher tout ce réseau-là si on veut travailler avec la dite communauté. C'est là, comme, je trouve que c'est une base, là, mais bon, peut-être vous allez peut-être me surprendre et il y a d'autres façons de faire, mais il me semble que c'est très important. Donc, il y a un critère qui est vraiment basé là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis en termes de responsabilité, on a une des responsabilités qui est vraiment là-dessus, vraiment de mobilisation citoyenne. Comment vous êtes capable d'aller chercher, quels sont vos liens déjà, là, puis vos moyens. Mais vous avez raison, par contre, qu'il y a énormément de connaissances à construire autour de ça. Puis c'est pour ça que c'est un projet pilote. En fait, je pense qu'on va tous, en tant que communauté de recherche, apprendre beaucoup de ça. Peut-être que ceux qui prennent la parole pourraient se lever pour pouvoir être enregistrés. Bonjour. Pratico-pratique, vous parliez que vous alliez vous limiter à 300 lettres d'intention. Comment vous allez faire pour vous limiter à 300 lettres d'intention? En fait, on ouvre les formulaires aujourd'hui et c'est au premier arrivé, premier servi jusqu'à 300. Voilà. Alors que ce soit... demande complète. Et demande complète, en effet. Vous parliez aussi de 5 projets. Est-ce que c'est 5 projets par fonds ou c'est 5 projets au total pour les 3 fonds? C'est 5 projets au total. Si on en veut plus, il faut négocier avec le boss ici. Là. On dirait qu'il y a un petit sentiment d'urgence qui vient d'émerger. Oui. Non, c'est vrai. On a ouvert les paris. Moi, personnellement, dans les paris du nombre de projets qui vont sortir, moi, j'ai mis 211. Alors, voilà, mais il y en a d'autres qui me disent 1500. Alors, comme on ne savait pas et qu'on voulait vraiment garder... En fait, pourquoi on a mis 300? Je veux vraiment l'expliquer. C'est que on veut faire une sélection des lettres d'intention qui ont du bon sens. Okay? Mais si on se retrouve avec 1500 projets... et qu'il y en a là-dessus 70 ou 80 qui sont excellents, comment on va en choisir 10? Ça va être presque du pigé au sort. Là. Fait qu'on ne voulait vraiment pas arriver dans cette situation-là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le souhaite ardemment, il y aura d'autres éditions de ce projet-là. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire cette année, il y aura probablement une chance la prochaine fois. Puis là, je regarde mon boss, je peux dire ça va? Voilà, donc il y aura probablement une autre chance. Bonjour. Alexandre, oui. En fait, je pense qu'on veut que vous vous leviez. Je me lever. Alors, Alexandra Pierre de Relais Femmes, un organisme de liaison. Donc, j'ai 2 questions très rapides. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité de co-demande parce que je regarde, nous, on a un projet de recherche spécifique en tête et c'est une citoyenne qui veut déposer ce projet-là et en regardant ça, je peux m'imaginer la lourdeur du processus pour quelqu'un qui n'a jamais déposé de demande. Donc, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pour un organisme de liaison. J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas être porteur principal. Par contre, est-ce que c'est possible d'avoir des responsabilités administratives toujours dans la même perspective de s'il y a des citoyens, dans notre cas, c'est une citoyenne avec une certaine expérience qui veut déposer un projet, puis clairement, elle va avoir besoin, elle nous a demandé parce qu'elle avait besoin d'appui. Donc, est-ce que, même si on n'est pas demandeur principal, on peut, ou demanderesse principale, est-ce qu'on peut avoir un certain nombre des responsabilités ou se faire déléguer ces responsabilités-là? Merci. C'est une très bonne question. Je vais prendre la deuxième d'abord. Les responsabilités, en fait, les personnes qui vont signer la demande de subvention sont les personnes qui vont endosser ces responsabilités ou leurs organismes attachés. Donc, si on suit cette logique-là, c'est important que
de façon plus officielle, en fait, la personne dont vous faites référence soit rattachée à vous d'une certaine façon. Alors, de quelle façon? Là, je regarde mes personnes du service éthique et juridique. On pourra peut-être en parler dans la phase de maturation pour s'assurer de ça. Ce qui est certain, par contre, c'est que dans la phase de lettre d'intention, il n'y a aucun problème. Cette personne peut y aller. Je ne vois pas de problème à ce que vous puissiez comme l'aider à rédiger cette lettre-là. Je ne vois pas de problème à ça. Puis après, pendant la phase de maturation, là, on pourra vraiment regarder c'est quoi le plus intéressant pour vous et pour le projet, de prendre telle et telle responsabilité. Et la première question, il faudra juste me le rappeler parce que j'ai... Ah oui, est-ce qu'on peut faire une co-demande pour la lettre d'intention? Non, pour la lettre d'intention, c'est vraiment une personne, mais rien n'empêche le fait que vous puissiez être cité dans le texte et puis que vous puissiez citer des personnes avec qui vous voulez collaborer dans le texte. Il n'y a pas de problème. Merci. On a une question ici. Je reviendrai à l'arrière. Julien, tu vas avoir une question aussi? Oui, alors Viviane Labrie, chercheur autonome associée à l'IRIS. Alors ma question est j'ai deux questions aussi. Une est à propos des statuts. Qu'en est-il des chercheurs autonomes, justement, qui ne sont pas salariés par une institution, mais associés à une telle institution? Comment les considérez-vous dans le contexte de cette demande-là? Parce que j'ai cru comprendre que le rattachement était celui d'un poste. Alors, qu'en est-il quand ce n'est pas un poste? Ma deuxième question, c'est à quoi peuvent servir les fonds attribués? Très bonne question. La première question, si je regarde je suis visuelle, là, je me les visualise, mais si je regarde les définitions qu'on a posées, vous seriez probablement admissible au statut de citoyen plus qu'au statut de chercheur. Voilà, oui, c'est assez curieux. Ouais, ben c'est ça. Donc, moi, je vous dirais ça. Après, c'est un projet pilote, fait qu'on va regarder ça, mais voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut poser votre candidature et puis si vous avez d'autres questions, on pourra regarder directement, nous, avec les personnes qui vont faire l'admissibilité. C'est une bonne question. Puis la deuxième, c'est les fonds admissibles, je crois, les subventions. Oui, veux-tu répondre à ça? Est-ce que je peux prendre juste une minute? Oui, pour le chercheur autonome, ça dépend un peu de ce que vous situez comme chercheur autonome. Est-ce que vous parlez d'un chargé de cours, d'un professeur associé? Il y a différentes personnes qui n'ont pas des postes nécessairement, mais qui sont dans des établissements. Admettons qu'on a un doctorat puis qu'on a fait de la recherche toute sa vie et puis qu'on publie dans des publications scientifiques. Ça ressemble pas mal, hein? Mais non, je crois qu'on avait déjà réfléchi à cette question-là avec Julie, puis en fait, de prime abord, c'est pas un citoyen. De prime abord, c'est pas un citoyen. Ça va rester à préciser, je dirais. Ouais, c'est une bonne question. Universitaire ou collégiale, si j'ai bien compris votre situation. Vous avez jamais eu d'affiliation universitaire ou collégiale? J'ai des contrats de recherche. Je fais partie de l'équipe de recherche. Juste pour les gens qui nous écoutent. J'irai pas plus loin, là, mais je veux dire, qu'est-ce qui arrive dans le cas de gens, puis il y a sûrement plein de gens qui sont dans ces positions-là, qui n'ont pas un poste officiel dans une université, qui font partie d'une équipe de recherche, mais qui, quelque part, ne sont pas salariés par l'institution avec laquelle ils collaborent ou les institutions. Alors, ça existe. Et, salariés dans le projet de recherche? Pas nécessairement, ça va dépendre. Ça peut être un contrat aussi, mais... Ouais. Vous recevez un salaire dans le contrat. Par exemple, ça peut être ça, mais ça peut être d'autres situations. Je veux juste poser la question de la recherche autonome. Parfait. Mais je note la question de la recherche autonome, puis c'est en fait, je pense qu'on va avoir une belle discussion après, puis le rajouter dans les... On a une FAQ sur le site Internet qu'on va rajouter, parce que c'est un projet pilote, fait que c'est sûr qu'on va essuyer les plates, là, on le sait. Fait que... Oui, on va le rajouter dans la FAQ avec une réponse précise. Ben, qui dit projet pilote dit adaptation aussi, puis il y a des cas particuliers qui vont émaner. Donc, je pense que vous allez être en mesure d'adresser tout ça. Oui. Hein? Parfait. Je vous passe le micro.
Ah, les fonds, il y avait vous une voulez... question sur oui, sur les fonds. des fonds. Les fonds, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est une subvention de fonctionnement. Donc ça va servir à faire fonctionner le projet. Vous pouvez défrayer les porteurs et coporteurs du projet. Il peut même y avoir un dédommagement pour le porteur sous certaines conditions. Donc c'est ça, vous pouvez acheter des petits équipements, du matériel. Ça peut aider à payer les allers-retours sur le terrain. Voilà. Je vous invite à regarder en fait dans les règles de programme, on renvoie aux règles générales communes. Et là, tout est vraiment détaillé. Il peut y avoir de la formation aussi pour former du personnel. Stéphane Dubé, Institut du Nouveau Monde. Je vous renvoie à la question sur les critères de sélection, je crois à l'étape 1, qui dit on demande qu'elle de prouver ou de démontrer le potentiel de création de connaissances avec de nouvelles, soit de nouvelles questions de recherche ou de nouvelles connaissances scientifiques. Comment un citoyen qui n'a pas justement fait de revue littérature ou un doctorat dans le domaine peut démontrer que c'est effectivement une nouvelle connaissance scientifique ou une nouvelle question, étant donné que c'est pas sa spécialité de faire sa recherche? Bonne question. Oui, c'est une très bonne question. On y a pensé. Puis d'ailleurs, à 4 heures après, on va donner des explications pour ça. On a des personnes qui ne sont pas habituées du milieu de la recherche, qui on va vraiment expliquer ça. On demande pas une revue de littérature complète. Déjà, ça prend 3 mois. C'est pas possible. Donc, c'est certain. Mais on veut qu'il y ait un certain effort qui a été fait, une préliminaire. Donc, ça veut dire, nous, ce qu'on a mis dans la FAQ, c'est une recherche minimum sur des bases de données comme Google Scholar, qui permet de regarder un petit peu s'il y a des choses qui sont écrites. Un appel téléphonique à une personne qui est dans le domaine de recherche concerné pour regarder si éventuellement il y a lieu de. Je pense que ça, c'est comme la base pour montrer qu'il y a un potentiel de création de nouvelles connaissances. On ne demande pas de revue de littérature générale, mais je pense que c'est important qu'on regarde qu'effectivement, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qu'on sait déjà, là, qui fait consensus dans la communauté scientifique, disons. Juste pour faire du pouce, testez votre idée de recherche. C'est à 4 heures. S'il y a des gens qui ne sont pas trop habitués avec les demandes de subventions et tout ça, on se donne rendez-vous à 4 heures dans le hall et puis vous prenez votre idée de recherche, puis on teste avec les différents critères de sélection de la lettre d'intention, puis on vous accompagne. On a des chargés de projets au fond de recherche qui vont vous accompagner là-dedans. On mentionne parce qu'il reste quelques places. Oui, peut-être 5-6 places. Vous pouvez rester si vous... Ils voient à la maison, si vous avez un jet privé, vous pouvez venir. Oh, pardon. Ici, je me rapproche du fond parce que je vais avoir la question à Julien du public. Je vais prendre quelqu'un qui n'a pas posé de question, peut-être madame, et ensuite Julien. Merci. Geneviève Pagé, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Ma question, en fait, par rapport à ce que vous mentionniez tantôt, que pour le porteur de projet, ça pourrait être soit un chercheur ou un citoyen, mais qu'en fonction de la nature peut-être du projet ou tout ça, il y aurait, ce serait plus pertinent que ce soit un chercheur ou un citoyen. Je me demandais si vous aviez juste des exemples de dans quelle situation ça pourrait être plus pertinent que ce soit un chercheur ou un exemple d'une situation où ce serait plus pertinent que ce soit un citoyen. Ben, je vous donnerai, je n'ai pas d'exemple précis, là, mais par exemple, si le citoyen est rattaché à un organisme d'action communautaire, mais qui est genre le club de patinage de Saint-Lambert, qui a comme 3 employés, porter, puis là je veux citer Spider-Man en disant « avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités ». Et c'est beaucoup le cas pour les porteurs principaux. Il y a quand même énormément de responsabilités associées. Là, on a parlé de toute la gestion éthique, la gestion des données, la gestion administrative. Donc, tu sais, je pense que parfois, ça va juste pas être pertinent. Puis parfois, ça va être très pertinent. Tu sais, des organismes d'action communautaire qui sont très gros, puis qui ont beaucoup de personnel, puis qui ont beaucoup d'expérience en gestion de données, puis tout ça. Puis ils vont être ravis d'avoir cette nouvelle occasion de démontrer leur savoir-faire, puis de découvrir d'autres activités. Là. Fait que, j'ai pas d'exemple précis, mais ce qu'on veut, c'est garder cette souplesse-là. On veut vraiment donner l'occasion à ceux qui sont déjà prêts d'y aller, puis ceux qui sont pas prêts, ben, de ne pas s'empêcher de proposer un projet, tout simplement. Merci beaucoup. Je pense que j'ai la réponse, là, mais dans le cas d'un dépôt par un citoyen, en fait, les subventions vont être attribuées et gérées par, j'allais dire par qui, mais là, je pense que c'est l'organisme associé parce qu'il doit s'associer à un organisme. Oui, absolument. Non, il n'y aura pas de chèque dans votre compte en banque fait directement. Non, on n'est pas prêt à ça encore. Non, parce qu'on a besoin évidemment d'une reddition de compte et tout ça, puis d'une responsabilité par rapport à la gestion financière. Donc,
les citoyens, ils vont être, s'ils veulent être porteurs principaux, vont être attachés à un organisme d'action communautaire. Et cet organisme-là va passer un petit processus d'admissibilité. On va regarder si, on va vraiment vérifier si cet organisme est en mesure de gérer les responsabilités qu'il va devoir gérer. Donc nous, on va vraiment regarder ça avec l'organisme d'action communautaire va vraiment rédiger une demande officielle au fonds de recherche. Et si jamais cet organisme communautaire n'est pas admissible au final, ce qui est bien, c'est que ça va être fait avant la demande de subvention. Donc, ça veut dire que si l'organisme d'action communautaire n'est pas prêt finalement, ben, ce n'est pas grave, vous avez le temps de retourner votre équipe de bord, puis c'est le chercheur ou un autre organisme qui prend le relais. Donc, on aura une certaine souplesse là-dedans pour ne pas vous peinturer dans un coin un petit peu, là. OK, parfait, merci. Merci beaucoup. On va passer à la question du public parce que ça tire à sa fin. Julien, c'est à toi. Oui, je me fais porteur de quelques questions, puis je répète, parce qu'il y a plusieurs questions concernant l'admissibilité, bien sûr, les différents statuts. J'invite l'ensemble des personnes en salle et également sur le web là, à vous adresser directement à la responsable de programme suite à la présentation parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est novateur, c'est nouveau et c'est un projet pilote, bien sûr. Donc, je ne répondrai pas à l'ensemble de ces questions-là. Toutefois, certaines questions surgissent et dont celle-ci... Est-ce que c'est possible de réénumérer le coporteur citoyen? C'est une première question. Je vais vous laisser la réponse. Non. Parfait. Est-ce qu'une école primaire... Non, mais il peut être défrayé. Parfait. Est-ce qu'une école primaire ou secondaire peut être l'organisme d'action communautaire? À première vue, je n'ai pas l'impression qu'il correspond au statut d'organisme d'action communautaire. Parfait. En tant que tel. Et aussi, est-ce que le fait de ne pas avoir un partenaire citoyen assuré au moment de l'envoi de la lettre d'intention va être un élément problématique pour assurer le succès et la possibilité, bien sûr, de sélection de son projet? Non, mais c'est sûr que plus on aura d'éléments sur les lettres d'intention, plus ça semblera pertinent. Et pour le critère de la mobilisation, potentiel de mobilisation citoyenne, si on a déjà fait des démarches en fait avec cet organisme, avec un citoyen ou un organisme communautaire, c'est d'autant plus solide et robuste, je suppose, aux yeux du comité. Mais on n'a pas besoin d'avoir d'engagement de la part d'une personne, là, ça c'est clair. Pas à cette étape. Merci beaucoup. Je comprends que ça a été quand même assez actif sur les réseaux sociaux. On est content d'avoir eu votre participation. Et oui, je suis une voix qui parle dans le noir, mais j'arrive. Alors, l'activité tire à sa fin. Et comme vous l'avez mentionné, Julie, on vous invite, pour ceux qui n'ont plus de questions, à vous référer au site web du fonds de recherche. Donc, plus de coordonnées. Je ne sais pas si ça va réapparaître. Mais précisément, on veut vraiment aller sur projet engagement. Oui, sur le site, vous allez directement sur le site Internet du scientifique en chef ou même de chacun des fonds de recherche dans la liste des programmes de financement, vous allez le trouver. Et les formulaires ont été mis en ligne aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la journée. C'est la grande journée. Avant que vous rangiez vos choses et que ça fasse un petit peu de bruit, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici. Ceux qui veulent approfondir et qui ont une idée d'un projet de recherche, on l'a mentionné, il reste quelques places dans le hall, vous pouvez vous rendre. Et ce soir, à 6 h, il y a une autre activité aussi qui a lieu ici, qui est organisée par le Bureau du scientifique en chef et l'actualité, dissection de l'info, comment se porte votre sens critique. On aura avec nous des journalistes de l'actualité qui vont nous présenter des nouvelles et on va vous faire tester votre sens critique. Avant de terminer, j'aimerais remercier tous les partenaires, l'organisation, Michael Gentine, Andréane Légari-Pépin, Gabriela Birsan, Julien Chapdelaine, Fanny Magini, Julien Fradette et Luc Laferme et son équipe pour la webdiffusion. Merci beaucoup, on les applaudit. Et bien entendu, nos panélistes Maxime Larrivée, Antoine Boivin et Ghislaine Roulet, Céline Bello et Lisette Perron, Virginie Zingraf, Julie Dirvimer, Philippine Campagne, Catherine Olivier, Monsieur Quirion, vous tous, la vie, merci, la Maison du développement durable. On vous souhaite une excellente journée et bonne création de projets de recherche. Et merci à Julie Dionne, notre fantastique animatrice. Merci.